Alors, je mets mes talents architecturaux en valeur pour le président de la République. En fait, là, tu évoques une forme d'intelligence collective. D'intelligence collective. Et ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce Non, possible? c'est une réalité. Et en fait, on est vraiment au cœur de la lutte entre le pragmatique qui va se dire si je peux faire une tour de 50, j'y vais, et le rêveur ou l'idéaliste qui dit mais c'est pas parce que tu peux aller à 600 étages que tu vas pas faire des trottoirs, des reculs, etc. J'ai été scandalisée. Scandalisée. Scandalisée de voir qu'elle n'arrivait pas à trouver, parce que tout ce qu'elle trouvait de bien, il lui répondait on ne loue pas aux Sénégalais. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Immobilier d'Afrique, l'émission dédiée à l'immobilier sur le continent africain et qui donne la parole aux experts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une artiste, une architecte, une personne de talent qui a la gentillesse d'accepter de nous rendre visite dans cette émission et qui va avoir la gentillesse également de se présenter. Mamie, bienvenue, bonjour. Merci Marc, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Merci déjà vraiment d'avoir tout de suite répondu à l'appel, d'avoir été dispo et d'avoir montré autant de passion pour l'architecture et le Sénégal lors de nos appels. Toujours. Écoute, on commence par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur toi? Donc, je m'appelle Mamie Tall. J'ai pas grandi au Sénégal, bien que ce soit, on va dire, mon terrain de jeu, on va dire, entre guillemets. Et j'ai grandi au Togo. Donc, je suis née ici et je suis partie directement. Donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. C'est également là-bas que j'ai eu mon bac. Et donc, on va dire, le seul rapport que j'avais avec mon pays pendant toutes ces années, c'était de venir ici en vacances pendant 2 mois. Et quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai très vite compris que ça n'avait rien à voir, en fait, d'habiter ici et de venir ici en vacances. Et donc, ça a été une autre découverte pour moi une fois que je suis rentrée pour travailler ici. Donc, j'ai mon bac à Lomé, je vais à Montréal directement, à l'université de Montréal, à la faculté d'aménagement en architecture, où j'ai eu ma licence et mon master. Donc, mes études se sont faites à peu près entre 5 et 6 ans, parce que pour pouvoir faire ton master, il faut que tu aies eu 1 an on va dire, d'expérience professionnelle. Donc, tu as comme un genre de césure, en fait, juste après la licence. Et il faut savoir aussi que je n'ai jamais douté sur ce que je voulais faire avant comme après également, après mes études. Je savais que je voulais rentrer au Sénégal, je savais que je voulais travailler pour mon pays. Et dès l'âge de 9 ans, je savais déjà que je voulais être architecte. Waouh. Dès l'âge de 9 ans, je savais déjà. Donc, en fait, j'ai l'impression que tous mes choix dans la vie ont été motivés par cette discipline. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas la dissocier de moi-même, en fait. J'ai l'impression que j'ai été faite pour ça. Et des fois, je ne sais pas si vous avez fait attention, des fois, on a tendance à avoir des clichés où on voit quelqu'un, on dit oh, lui, il ressemble à un professeur, ou lui, il ressemble à... C'est pas forcément juste dans le style, hein. Des fois, c'est juste que ça va avec la personne, C'est vrai. le domaine d'activité dans lequel il est, et je trouve ça extraordinaire. Donc, je pense que Dieu m'a doté de ça. Et derrière, voilà, c'est une passion que j'ai réussi à développer. Et donc ensuite, quand j'ai terminé mes études, je suis rentrée directement, sans transition. C'est vrai qu'il y a une partie qui a été motivée par la perte de mon père. Donc, c'est vrai que ça a été une épreuve très, très difficile. Et c'était vraiment pile à l'année où j'étais supposée avoir mon projet final, enfin mon diplôme, mon master, et que j'étais en train de faire mon projet final. Donc, c'est vrai que ça a été très dur, mais ça m'a encore plus donné envie de rentrer, parce que je pense que c'est lui un peu qui m'a transmise cet amour pour les métiers solvateurs, comme... Quand je parle de métier solvateur, ce que j'essaie de dire, c'est ce genre de métier que tu vas aller apprendre pour pouvoir développer ton pays, pour pouvoir aider les gens, contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et il faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir une vision macro-échelle de ce que je fais. J'arrive pas à travailler à petite échelle et avoir des œillères sur le reste. Donc, quand je suis rentrée, que j'ai vu à quel point c'était le chaos urbain et architectural au Sénégal, je me suis dit non, là, il faut qu'on se pose et qu'on fasse, on prenne le recul et qu'on regarde en fait de manière large comme ça, c'est quoi le problème. J'avais un peu de mal on va dire, me projeter, étant dans la profession, arriver, commencer à faire mes petits projets, travailler avec des gens qui ont de l'argent ou pas,
avoir ma vie tranquille, etc., je me suis dit non, ça quand même, c'est un Tu veux peu un trop truc bigger. facile. C'est ça, exactement. Et donc, bigger, meaning aller travailler pour le gouvernement. Et ça s'est fait très, très naturellement. Ok. Quand je suis rentrée, j'ai rencontré pas mal de gens avec qui je parlais, qui comprenaient de plus en plus ma vision. Et j'ai eu tout type de conseils, hein. Il y a des architectes qui m'ont dit, toi, si tu veux être tranquille, va à Toubab Diallo dans ta maison là-bas. Tu prends tes clients qui voudront construire dans les matériaux locaux et puis voilà. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, ben, écoute, moi, je connais telle et telle personne du gouvernement, ça m'intéresserait de parler avec toi, vous avez un peu la même vision, etc. et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée sur donc, le directeur à l'époque de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, qui se charge en fait de tout le patrimoine bâti de l'État. Quand on parle de patrimoine, il faut savoir là qu'on parle vraiment on va dire, du patrimoine immobilier de l'État. On ne parle pas du patrimoine historique. Ça, cette gestion-là revient au ministère de la Culture. Donc, il y a une direction du patrimoine historique qui n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vrai qu'en commençant au patrimoine bâti, j'avais un peu l'impression que ça faisait un peu partie. Donc, je me disais, bon, il y aura il y aura de la réhabilitation, etc., etc. Pas du tout. Mais c'était quand même intéressant de savoir que c'était des projets nouveaux. C'était le nouveau patrimoine, parce que le patrimoine n'est pas que historique, je Oui. pense, on le construit tous les jours. Donc, c'était participer quand même à ce nouveau patrimoine. Et c'est comme ça donc, que j'ai fait à peu près 3 ans là-bas, aux côtés donc, d'une équipe qui était vraiment qui était jeune, qui était très dynamique. Et on a tendance en fait à mettre des clichés sur l'administration, à se dire oh c'est des vieux, c'est des machins, etc. Et tout, alors que non. Là, c'était vraiment une belle expérience. Et donc pour terminer côté parcours, après ça, je suis allée travailler avec Wilmot et Associés que j'ai rencontré au patrimoine bâti parce qu'on avait en charge la construction. Alors, on avait en charge de manière globale, on va dire, la réduction de la charge locative de l'État. Ce qui fait que l'État voulait passer d'un État locataire à un État propriétaire. D'où les projets de sphère ministérielle qui ont été initiés à Diamniadio, histoire de décentraliser justement la ville de Dakar, et également le projet des Nations Unies. Parce que, par exemple, quand vous prenez juste les Nations Unies, avec toute leur direction, vous ne pouvez pas vous imaginer sur combien de sites ils sont éclatés dans le Wow. Sénégal. C'est énormissime. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont loués. Et voilà. Donc, il y avait tout ça qui était comme, on va dire, cette solution qu'on essayait d'apporter. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la partie étatique de ces Ok. projets-là. Puis ensuite, j'ai rejoint les parties architecturales. Donc, ça s'est fait sur autant le projet de la Maison des Nations Unies que le projet de réhabilitation de l'ancien palais de justice en Palais des Arts, qui n'a pas encore eu lieu. Et on attend toujours ça. Donc, Waouh. voilà. Écoute, là, tu nous as développé un très, très beau parcours, magnifique et inspirant. J'adore recevoir des invités comme toi parce que, Merci. en fait, ça met en lumière l'excellence développée à travers les voyages, à travers l'exigence. Donc, avant d'aller vers l'immobilier et le patrimoine bâti de l'État et d'autres projets, on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, Traduis-nous un peu, qu'est-ce que c'est que de faire ces études en archi au Canada? C'est quoi la charge de travail? C'est quoi les défis que tu rencontres à l'époque? Alors, merci de me poser cette question parce que les gens ont tendance à penser qu'on a des cours normaux, alors que pas du tout. Moi, quand je suis arrivée, honnêtement, je ne pensais pas que c'était ça, l'architecture. Et je pense que mes études font grandement partie de la manière dont, on va dire, tous les arts auxquels je peux toucher se sont développés. Une chose importante et intéressante, c'est que mes études au Canada, en fait, quand je suis arrivée, les premières choses avec lesquelles on nous a enseigné l'architecture, c'était tout sauf de l'architecture. C'était de l'art, c'était des tableaux de peintres, comme Mondrian, par exemple, où on peut voir un peu d'architecture parce qu'il utilise des formes cubiques, rectangulaires, etc. Mais on va dire c'était des supports par lesquels on nous demandait de passer pour ensuite créer de l'architecture. Et c'était jamais des programmes, oh, il faut faire une maison R+2 de machin, etc. Non, on nous donnait des choses totalement floues et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et je me rappelle le premier vrai projet concret que j'ai eu, c'était, on va dire, c'était la maison d'un collectionneur d'art. On devait choisir les objets qu'il collectionnait en particulier. On devait intégrer, on va dire, la conception, l'entreposage de cet art et le display, on va dire, dans la maison. On devait l'intégrer à l'architecture. J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant comme sujet. Donc,
Je pense que ce truc de rendre l'architecture vraiment très, très, très technique et uniquement technique comme métier, c'est une première erreur dans l'enseignement en général. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu passer par ça parce que ça m'a permis de voir que quand je conçois, je peux complètement sortir de tout ce qui est concret, tout ce qu'on va dire, oui, mais l'entreprise sur place, là, elle propose pas tel type de machin. Je dis non, créer, 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 créons. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on Là, va, tu on as va dit faire. non. Non, je dis non. On ne rentre pas dans le concret directement. Donc, je sais que ça m'a beaucoup apporté ce côté. Il y a un autre côté aussi très formateur où il faut savoir que au Canada, à partir de la classe de seconde, ils ont ce qu'on appelle le cégep. Donc, le cégep, en fait, ça t'amène vers, on va dire, bon, ton bac, entre guillemets, mais à partir du cégep, tu commences déjà à te spécialiser dans la formation dans laquelle tu veux aller. Ce qui fait que moi, je suis arrivée dans une classe où on était une centaine, où on était une dizaine d'Africains et peut-être une quinzaine, non, peut-être entre 15 et 20 étudiants étrangers. Mais non, ça m'étonnerait. Je pense qu'on était peut-être une quinzaine d'étudiants étrangers. Et donc, où la majorité des gens savent déjà utiliser AutoCAD, savent déjà utiliser SketchUp, Revit, savent déjà faire des rendus, de la modélisation, etc. Et donc, toi, tu es un peu perdu parce que tu te dis, mais ça va être un peu de la mise à niveau personnelle à faire. Et c'est là même que j'ai réalisé à quel point ces logiciels de rendu, de machin, etc. et tout, c'était pas considéré comme un élément central de l'architecture là-bas. Pourquoi? Parce que ces cours étaient donnés comme des cours externes. Tu peux Hmm. aller le prendre si tu veux, te former. Ça ne fait pas partie des cours les plus importants, en Hmm. fait. Les cours les plus importants étaient vraiment sur l'architecture, sur la manière de concevoir, sur l'historique, sur l'histoire. Bon, on avait aussi des cours un peu de physique, on va dire, entre guillemets, mais c'était vraiment ça le principal, quoi. Et l'autre chose aussi qui a été un wow, en fait, c'est de savoir que l'école d'architecture, c'est comme l'école. Moi, je ne suis pas arrivée en me disant, oui, alors je vais choisir mes cours tel jour, je vais faire ci, ça. Non, en fait, c'est du lundi au vendredi, Wow. du matin au soir, on va à l'école. On a des ateliers et on a des cours. La structure, c'est vraiment, on a les cours, on va aux cours, souvent c'est le matin, et tout l'après-midi, on est en atelier. Qu'est-ce qui se passe en atelier? C'est des grands espaces ouverts avec nos grandes tables de dessin et voilà. Et on a des tuteurs désignés par trimestre. On est séparés en groupes de 10 à 12 et on va travailler chaque trimestre sur un projet. Et c'est vraiment intéressant et fou de voir la diversité de projets auxquels on a pu faire face. Et donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir eu la chance de devenir autodidacte parce que je ne pouvais pas utiliser les logiciels que tout le monde savait utiliser, bien qu'au départ, on nous a quand même formés à beaucoup faire du dessin à la main, faire des maquettes, etc., etc. Et je trouve intéressant aussi la structure, le programme et la manière dont on crée des liens entre nous. Le travail collectif devient très, très vite quelque chose de normal, en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans ce que tu me dis, j'entends euh, la dimension artistique Oui, et la dimension de cohérence et de raconter une histoire. C'est pas juste de construire des pierres à droite c'est à ça, gauche, c'est exactement. dans quel cadre s'inscrit ma création et de ne pas dévisager une ville, entre guillemets. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans ta Exactement. formation. Exactement. C'est très, très important. En fait, on nous apprend, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai cette déformation, à penser de manière globale. Quand on est dans l'architecture, on ne peut pas être égoïste dans notre manière de faire, Hmm. que ce soit au quotidien, que ce soit dans notre manière de construire. On sait qu'on va impacter d'autres personnes. Donc, il y a cette attitude déjà, rien qu'à l'échelle de l'école, hein, qui était comme ça. Rien que le fait de devoir partager des espaces, de devoir vivre en groupe d'une certaine manière, de devoir recycler. Moi, à mon école, on avait 9 poubelles à peu près, 9 poubelles différentes pour les déchets. Et je pense qu'en fait, tout ça, ça contribue à avoir des attitudes qui vont faire que tu vas penser de plus en plus à macro-échelle. Pas juste que ta maison, ton appartement soit propre, mais que devant, chez toi, ce soit propre. Ensuite, ta rue, tu vas dire, OK, il faudrait que ma rue, quand même, voilà, qu'on commence à faire des efforts. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens arrêtent de jeter des choses dehors ou que les gens commencent à faire des parkings à l'intérieur de leur maison et qu'ils arrêtent de penser que c'est de l'espace perdu, quoi, tout simplement. Comment faire justement pour construire en n'étant pas égoïste? Hmm. Moi, je pense que ça m'a forgé énormément, en fait, les types de programmes qu'on a pu avoir, les types de commandes, on va dire, d'une certaine manière, qui n'étaient pas forcément tout le temps concrètes, mais qui allaient avec toujours, on va dire, ce fil conducteur
de devoir respecter l'autre, en fait, lorsqu'on construit, tout simplement. Et déjà, quand tu as eu ton diplôme, etc., tu as dû être super fier. Ça devait être un bel accomplissement. Ouais. Et en ce moment, il y a un sujet qui est brûlant d'actualité, c'est les RIPAT et le retour de la diaspora africaine pour venir travailler sur le continent africain, ou l'expatriation pour des personnes qui ne sont pas d'origine africaine, des Caraïbéens qui veulent revenir et Ouais. venir s'installer en Afrique. Mhm. Raconte-nous, toi, le virage Mhm. de j'ai réussi des études au Canada qui se passent très très bien à tout de suite, je veux rentrer au pays et servir mon pays. Raconte-nous cet épisode-là de ta vie. Alors, déjà, je pense qu'une des choses aussi pour lesquelles on est passionné en architecture, c'est qu'on souffre énormément. Dans ma première année, je t'ai dit qu'on a commencé à 100, on a fini à 60. Il y a eu 40 abandons et il y a 40% d'abandons en général, même dans les écoles d'architecture. Donc, le fait d'être passionné à ce point faisait que je pensais même pas à ce qu'il y avait autour. Tellement j'étais pressée de revenir, aussi tellement j'étais pressée d'avoir l'impression d'avoir trouvé les solutions qu'il fallait, comme si les gens qui étaient ici n'avaient pas ces solutions. Donc, j'étais pressée de revenir dans ce sens-là. Après, moi, mon exemple n'est pas forcément un bon exemple en termes, quand on parle de RIPAT, parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir eu une césure avec mon pays. Je suis jamais restée un an sans venir au Sénégal. J'ai jamais eu cette déconnexion-là. Il faut savoir aussi qu'en 2015, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Dakar Lives avec mon collègue qui s'appelle Papi One, l'entrepreneur. Et donc, c'était une plateforme qui était vouée à la promotion touristique et culturelle du Sénégal d'une certaine manière. Et quand on l'a formée, toute la communauté, en fait, qui était là au début, moi, je les connaissais littéralement. C'est des photographes, c'est des réalisateurs, c'était vraiment des gens qui étaient dans tout type de domaine d'art. Et donc, ça m'a vite déjà inscrit, en fait, dans une forme de communauté au Sénégal. Donc, il y avait déjà ma famille qui était là. Il y avait cette communauté que j'avais formée même si nos rapports étaient plus digitaux, parce que quand j'étais pas là et que j'étais à Montréal, on continuait à entretenir ce rapport-là, mais de manière digitale. Mais tout ce temps où j'étais pas là, je continuais à avoir cette connexion-là, parce que dans un premier temps, je travaillais déjà pour mon pays. C'est-à-dire, je ne me disais pas que, parce que je suis à l'extérieur, je ne peux pas être en train de faire une action qui me permet justement d'avoir un impact au niveau de mon pays, que ce soit un impact culturel, que ce soit un... J'avais pas besoin d'être là en présentiel pour pouvoir avoir ce premier, on va dire, pas de retour en fait vers mon pays. Donc, c'est comme si c'était un tout petit peu préparé, même si ce n'était pas préparé. Et comme je t'ai dit, j'étais animée de cette passion-là qui faisait que, voilà, je voyais rien autour de moi. Je me disais, écoute, on va y aller. Même les gens que je connais pas, je vais aller, je vais leur parler. Je vais aller voir tous les architectes, je vais les harceler. Et puis voilà quoi. Mais je pense que c'est parce que je me suis beaucoup donné les moyens pour. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a eu cette déconnexion. Oui. Disons par exemple pour quelqu'un qui a eu cette déconnexion, Oui. qui est parti, qui n'est pas venu pendant 10 ans dans son pays, etc., qui a commencé à exercer, parce que commencer à exercer un métier professionnellement dans un autre pays aussi, ça joue beaucoup en fait Bien sur sûr. ce rapport à ton retour à ton pays. Et donc du coup, on commence à travailler dans un certain milieu, on commence aussi à être à l'aise par rapport à certains avantages, etc. et tout. Et donc, quand on vient ici, ça peut être la désillusion. C'est vrai que je suis un peu triste de dire que je connais 2 personnes qui sont venues et qui sont reparties. Et qui sont venues après leurs études, après avoir travaillé une partie peut-être de leur vie en France, sont revenus, se sont mariés, ont eu des enfants et au bout de 5 ans, ont décidé de retourner en France ou ailleurs, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à se sentir chez eux. Et moi, en fait, à chaque fois, je suis révoltée de ça parce que je me dis, mais personne ne te dit que tu n'es pas chez toi. C'est chez toi, c'est toi qui décides. Et même pour quelqu'un qui vient s'installer aussi, approprie-toi l'espace. Je sais que c'est tellement facile à dire, mais la manière dont on s'approprie l'espace, la manière dont on prend confiance en soi quand on est dans un espace, ça peut nous aider à progresser. Et je ne peux pas dire que c'est facile pour tout le monde. Il y a des réalités qui sont peut-être des réalités que je ne connais pas ou auxquelles je ne peux pas vraiment m'identifier. Mais je sais qu'il y a toujours une manière de se donner les moyens pour, parce que le Sénégal, quand même, c'est tellement éclectique, tellement... il y a tellement d'étrangers, tellement de choses à faire et tout. Donc, voilà. Moi, je me revois totalement dans tes propos Oui. sur le fait de ne pas abandonner, insister et s'approprier les lieux
et en faire son chez-soi. Mais dans ton discours, j'entends que dès l'âge de 9 ans à peu près, tu voulais être archi. Que tu as fait des heures et des heures dans tes études d'archi. Que quand tu es arrivé, tu es retourné, tu as frappé aux portes, tu t'es renseigné pour trouver des solutions. Tu n'as pas abandonné, toi, tu n'as pas fait partie des 40% de ceux qui ont abandonné, tu fais partie des 60%. Exactement. Donc, dans tout ton fil conducteur, j'entends beaucoup de no excuse. Il faut que ce soit fait et il faut délivrer. Pareil, tu es à distance et tu participes à créer une plateforme que je connais qui est excellente, j'en parlerai après. Et encore une fois, no excuse. Moi, je veux que tu puisses parler un peu aux jeunes, aux moins jeunes. Et moi, j'adore le mindset. C'est un point qui est très important pour moi. Donc, parle-nous de ton no excuse mindset et explique-le nous. Déjà, je pense peut-être qu'il y a le côté éducation. Je pense que mes parents m'ont transmis ça, tout simplement. Des fois, quand je parle de à quel point mon père était sur les études, il y en a qui me disent « Oh, mais tu dois être traumatisé, mais vraiment… Je dis « Non, moi, je vais très bien. D'ailleurs, je suis contente qu'il m'ait mis cette pression-là. » Donc, je sais que mon père était vraiment… il avait vraiment… c'était vraiment très important pour lui. Donc, ça l'a été pour moi. Pendant longtemps aussi, je travaillais parce que je voulais les rendre fiers. Et je ne sais pas si c'est une déformation ou quoi, mais je sais que tout au long de ma vie, j'ai eu à voir des gens vraiment qui travaillaient, mais d'arrache-pied, quoi. C'est-à-dire qui pouvaient rester 3 ans, 4 ans sans prendre de congé, qui disaient « Ah, mais j'ai pas pris de congé depuis… » Je me disais « Mais vous êtes fous, comment vous pouvez faire ce genre de choses-là ?» Et j'ai fini par comprendre aussi que c'est des gens, en fait, qui avaient ce travail-là complètement ancré en eux, en fait. Ils ne faisaient pas la distinction entre « Là, je suis à la maison, je suis rentrée le soir, c'est bon, c'est fini. » Et je vais le matin au bureau. Moi, la manière dont je suis au bureau, c'est comme ça que je suis à la maison, c'est comme ça que je suis genre en tout temps. Dimanche, je vais chez ma grand-mère, je suis là à regarder le plafond, à dire « Oui, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas une fuite ici ?» N'embête pas ta grand-mère. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une fuite ici? Lundi, je vais aller truc. Ou bien parce que c'est une maison que mon grand-père a construite, alors qu'il n'était pas vraiment architecte. Donc aujourd'hui, il y a des opérations de modernisation, des fois, qui se passent derrière moi. Et je dis, non, vous auriez dû utiliser tel matériau, mais on va changer ça. Donc vous voyez, en fait, c'est pas forcément… je crois que c'est vraiment, encore une fois, la tâche, on va dire, la place qu'occupent ces activités-là dans nos vies. Comment est-ce qu'on les perçoit? Souvent, quand on me parle de mon côté artiste, je dis que je ne le dissocie pas du côté architecte, alors que mon côté artiste, souvent, se reflète plus quand, on va dire, je prends une pause de mon côté architecte, ce qui fait que quand je ne suis pas dans l'architecture, je suis dans l'art, et quand je ne suis pas dans l'art, je suis dans l'architecture d'une certaine manière, et moi, ce sont des choses qui m'animent. Et quand je dis c'est tout le temps, c'est tout le temps. Je peux être couchée comme ça sur mon lit et me dire… Cette armoire-là, elle gêne. En fait, non, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on revoie. Je vais prendre mon ordi, je vais faire une modélisation de ma chambre, juste parce qu'il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Donc, peut-être que, on va dire, il y a beaucoup de gens aussi autour de moi qui ne comprennent pas ça, parce que quand ils me voient comme ça, ils se disent, mais la pauvre et tout ça, alors que des fois, oui, je peux être fatiguée, mais je ne suis pas épuisée par ça. Ce n'est pas une peine, moi, au contraire… je suis contente de pouvoir participer au développement de mon pays. Encore une fois, ça vient aussi peut-être d'une déformation où, comme je disais tout à l'heure, je me dis que genre, on est né pour quelque chose, pour un but, on est là pour quelque chose et tout. Et des fois, en fait, quand tu arrives à avoir certaines aptitudes, que tu es autodidacte, que quand tu es là dans ta chambre, tu peux penser à quelque chose qui pourrait résoudre les problèmes que quelqu'un a au quotidien, ou que genre, c'est en permanence dans ta vie. Je pense que tu n'arrives plus vraiment à faire la distinction entre la personne que toi tu es et la profession en fait que tu exerces. Donc très souvent, je suis pas en train de travailler, mais les gens pensent que je suis en train de travailler. Et je leur dis, c'est pas du travail, c'est genre ma condition en fait, c'est ma manière d'être. Donc je pense que it's not no excuse, it's just like quelle est la représentation en fait de ta vie professionnelle dans ta vie personnelle, tout simplement. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu es un peu comme ça aussi, Jean-Marc. Un petit peu, c'est pour ça que ça me parle vraiment beaucoup. Et en fait, tu as dit, je suis animé par quelque chose de plus grand que moi. Et donc, en quelque sorte, tu as un pourquoi. Et Nietzsche l'avait dit. Il avait dit, quiconque détient un pourquoi peut accepter presque n'importe quel comment. Et en fait, dès lors où j'arrive à savoir où je vais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui m'anime, mais tu me fais travailler tard. Tu me fais travailler dans des conditions difficiles. Tu me fais travailler à un salaire qui est inférieur. J'ai pas de souci, j'y vais. Et le pourquoi, il est important.
Et ça m'amène à une autre digression qui m'intéresse, c'est qu'en fait, en t'écoutant, en voyant comment tu parlais avec passion, je me suis revu dans l'hôtellerie quand les personnes me disaient « Marc, tu te fais avoir à finir à minuit, à venir tôt, à venir les week-ends, tu te fais avoir. » Mais moi, en fait, j'allais pas au travail, j'allais à ma vie. Je me levais, j'allais vivre ma vie, c'était un rêve. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai vu dans mon parcours des personnes, a priori comme toi et moi, qui avons très vite trouvé notre vocation. Et notre vocation et notre passion se sont associées direct et puis c'est facile. Mais je me rends compte aussi que j'ai connu des personnes qui peut-être ont pris un job ou une première voie, soit par mimétisme, soit parce qu'ils n'avaient pas connu autre chose ou autre. Et là, la passion, elle n'est pas là. Donc, ils vont observer des gens comme nous en se disant « Oh, ils restent trop tard, ils ne doivent pas s'amuser. » Mais il y en a certains qui ont eu le courage de quitter un job de banquier, un job de financier, un job corporate, marketing et tout pour dire « Stop, je vais ouvrir un cookie shop. » Je vais ouvrir un stand de surf, je vais faire ma ligne de vêtements et je vais réussir. Et quand ils switchent vers ça, ils ont une énergie incroyable. Donc là, tu viens d'illustrer parfaitement la puissance d'avoir son pourquoi. Très, très, très intéressant ce que tu dis là. Et d'ailleurs, j'ai 2 exemples ici. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne savent pas que Célie Rabican a fait des études de droit. Donc, elle a quitté le droit pour vraiment se reconvertir dans le design. Et aujourd'hui, elle fait partie des gens les plus influents en fait, en Afrique dans son domaine. Et de même pour l'artisane qui a fait ce boubou justement que je porte. Magnifique boubou. C'est quelqu'un aussi qui a fait des études de droit. Donc, à chaque fois que je regarde comme ça, je me dis, c'est tellement inspirant. Et aussi, il ne faut pas que les gens... il faut pas que les gens pensent qu'ils sont obligés de faire les études qu'ils sont allés... Ils sont obligés d'être dans le domaine dans lequel ils ont exercé. Moi, ce que je pense souvent, des fois, j'observe les études comme ça et je me dis, je pense qu'il y a plusieurs on va dire, catégories d'études qui pourraient même s'entrecroiser parce que quand on prend du recul, on réalise que l'enseignement, c'est pas tant en fait le contenu en soi, c'est comment est-ce que tu vas te comporter par rapport à la vie, par rapport aux problèmes que tu vas avoir. On te donne des formules en fait pour que tu puisses avoir toi, ta propre manière de faire tes calculs pour pouvoir trouver des solutions. Bien sûr. On ne te donne pas genre, des solutions à chaque problème. Et donc, c'est pour ça que quand aujourd'hui, moi, je suis architecte et que je suis en train de faire, ou que si demain, je dis que je vais aller faire de la mode ou que je vais aller faire, je ne sais pas moi, que je vais être, je ne sais pas, je vais être peintre ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est de l'architecture à une échelle différente. Parce que la manière dont on m'a appris à faire les choses, c'est une formule. Et ensuite, on m'a dit, voici cette formule, voici your design language, voici your line of thinking, que tu peux ensuite aller associer dans d'autres domaines. Ce que je t'ai appris là en architecture, tu peux l'associer dans d'autres domaines. Donc, de la même manière que quelqu'un vient me dire, par exemple, ah, je veux construire ma maison sur un terrain. Oui, mais tu sais, le terrain, il est en pente. Je dis, mais c'est génial. Mais le terrain, tu sais, je ne peux pas trop ouvrir ici. Je dis, mais c'est encore mieux. Parce que c'est cette contrainte-là, ces contraintes qui vont t'amener à avoir quelque chose d'unique. On arrive à transformer ces contraintes-là en avantage pour nous. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que tout le temps les gens pensent que quelque chose est figé. En fait, une fois qu'elle est figée, elle est figée. Et il faut savoir aussi que ce sont des hommes comme nous qui ont créé tout ça, ces différents domaines d'activité, etc., etc. Tu peux très bien aller étudier en musique et te retrouver, je ne sais pas dans quel autre domaine. Tu peux être en architecture et te retrouver dans la parfumerie et dans je ne sais pas quoi, tout simplement parce que ça t'apprend à des formules en fait, à utiliser dans la vie. C'est vraiment très, très, très inspirant, je me répète encore. Hein. Mais parce qu'en fait, là, tu viens de tacler les croyances limitantes. Ouais. Tu viens de tacler les moules dans lesquels on est un petit peu façonné depuis toujours. Exactement. Et tu dis, sortez de ce moule. Tu as étudié des maths. Tu peux utiliser le champ d'application des mathématiques pour faire des tenues. D'ailleurs, à Dakar, il y a une personne, je crois que c'est Diarablou, dont l'histoire est qu'elle était ancienne mathématicienne et qu'elle fait maintenant des tenues avec des motifs géométriques. Ouais. Tu peux ensuite l'utiliser dans de la pâtisserie. En fait, c'est ouvre ton champ d'esprit pour tout faire. Et j'adore parce que je pense que c'est des discours qu'il faut qu'on démocratise, de dire à des jeunes et à des moins jeunes, arrête de te brimer, tu es brillant. Et tu viens de le dire, celui qui a construit ce fauteuil, qui a construit les satellites qui vont dans l'espace, les avions ou des tours de X étages, mais c'est des êtres humains comme nous tous. Démystifions le talent et osons dire « moi aussi je peux le faire ». Et ça, c'est vraiment inspirant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vraiment magnifique. Merci déjà pour cette intro qui est déjà en soi seul un voyage très, 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 très intéressant. Merci.
Et du coup, quel conseil tu donnerais, toi, à un architecte qui veut se lancer au Sénégal? Toi qui as fait ce voyage de te lancer, c'est quoi un ou deux conseils que tu donnerais à un architecte qui se lance au Sénégal aujourd'hui? Déjà, je lui conseillerais d'aller voir les anciens. Je lui conseillerais d'aller voir des gens qui ont la même passion et qui ont quand même 50 ans de plus que nous aujourd'hui, qui continuent à être animés par cette passion, bien qu'évoluant dans un environnement qui ne se prête pas forcément à réaliser toujours les visions en fait telles qu'on veut les transmettre. Donc, d'abord, aller les voir. Moi, quand je suis rentrée, je suis allée voir pas mal d'architectes comme Jean-Charles Tal, Annie Jouga, Nicolas Cissé, etc. Ça m'a vraiment permis en fait de confirmer là où je voulais aller. Donc, je pense que c'est un premier pas. Dans un deuxième temps, se renseigner aussi sur la pratique architecturale parce que pour éviter certaines surprises, tout simplement, de l'administration, les dépôts de demandes, de permis, etc., de permis de construction, etc., etc. Mais surtout, je lui dirais d'observer la ville, d'être en permanence à la recherche de solutions et de ne pas se fermer, de ne pas choisir comme on va te donner l'impression en fait à un moment que tu dois choisir entre être architecte capitaliste et architecte rêveur utopique. Aujourd'hui, moi, je suis, on va dire, un peu entre les deux. Donc, quand je suis avec les architectes qui capitalistes, ils disent, ouais, les autres là, qui n'ont rien à faire, ils s'asseyent toute la journée à dire, ouais, ça et ça doit changer. Vous devrez avoir des trottoirs dans toute ta ville. Oui, mais bon, voilà, on n'a pas que ça à faire. Et les autres qui disent, non, mais regardez-moi ça. À faire des grands bâtiments avec du vitrage, C'est ils vrai. utilisent la climatisation, ils viennent pas aux réunions, etc., etc. Donc, en fait, je dirais, cet architecte ne choisit pas entre les deux. Je pense que les deux côtés de ce métier-là nous nourrissent et sont importants. Okay, on doit manger, on doit se faire de l'argent aussi, mais on doit aussi avoir une certaine responsabilité. Moi, je pense que quand tu es architecte, au-delà d'être passionné, ça demande un grand, grand don de soi et une grande générosité. Aujourd'hui, quand je vois les architectes avoir leurs propres projets, organiser des conférences, participer à des panels, organiser des symposiums, aller chercher des financements pour l'Ordre des architectes qui fait un travail incroyable. C'est-à-dire créer des événements et tout pour pouvoir promouvoir l'architecture. Je me dis, mais ça, c'est des gens qui ont un travail et des familles, et en plus qu'on ne paye pas pour ça. Donc, c'est pas nous, jeunes architectes, qui allons dire non, non, moi, je vais être dans le capitalisme, je veux juste. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on ait ces deux manières de voir les choses et qu'on sache qu'on fait partie de la ville. Moi, ça m'est arrivé de me promener dans mon quartier, de voir une voiture qui bloque l'allée. Je viens, je leur dis, vous savez que moi, je suis du ministère de l'Urbanisme, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je vais appeler tel numéro, ils vont venir. Après, ils sont là à parler, à essayer d'expliquer et tout. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai déjà fait parce que je me dis juste, quand je passe quelque part et que je vois ce genre de choses, je me dis pas juste, ah, c'est juste un événement isolé de la ville, moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est là où je vais à la maison. Non, c'est notre ville, c'est chez nous. Moi, je me sens responsable de tout. Même là, quand j'entrais, je regardais, j'étais comme, ah, c'est bien les trottoirs, ils ont bien fait ça ici, comme si c'est mon problème. Alors oui, ça fait partie de notre manière d'être. Donc, je pense qu'il faut toujours être alerte comme ça, qu'on soit dans le capitalisme ou pas. D'ailleurs, j'aime même pas dire ça, parce que pour moi, c'est juste un équilibre normal entre les deux. Voilà. C'est passionnant, cette discussion, parce qu'en fait, elle se retrouve dans plein de domaines, notamment dans le sport, la différence entre les rêveurs et les pragmatiques. C'est ça. Et en fait, si on zoome sur le paysage immobilier en Afrique, sur le continent africain, qui est en plein essor. Aujourd'hui, c'est un continent à bâtir, qui se bâtit. Les maisons de un étage commencent à être rasées pour devenir des immeubles de X étages. On est en plein dans cette transformation-là. Et en fait, on est vraiment au cœur de la lutte entre le pragmatique qui va se dire, si je peux faire une tour de 15, 30, 50, j'y vais. Et je mets des guillemets, le rêveur ou l'idéaliste qui dit, mais c'est pas parce que tu peux aller à 600 étages que tu vas pas faire des trottoirs, des reculs, etc. Donc là, j'aimerais déjà que nous, pour sauter vraiment dans le vif du sujet, on aborde ce sujet-là on ne peut pas composer un paysage urbain sans les promoteurs immobiliers, qui eux ont une vertu capitaliste et de gagner de l'argent. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer la notion d'esthétique et à quoi va ressembler la ville, etc. Donc,
déjà de manière très basique et élémentaire, comment on fait pour composer quand on est promoteur? Comment je fais pour dire, je veux faire un bâtiment qui est rentable, donc il faut que je fasse assez d'étages, que j'utilise le maximum de parcelles possible, mais tout en même temps en se disant, je veux quand même conserver un cadre de vie, un esthétisme, etc. Comment jongler entre ça et est-ce que ce sont des discussions que toi tu as avec d'autres architectes? Raconte-nous un peu l'envers de ce décor-là. Bah, en réalité, moi, je pense que ça, c'est très facile à faire. Il suffit d'associer un architecte à un promoteur immobilier. Chacun son travail. Et moi, ce que je me dis, c'est que à chaque fois qu'on a des contraintes, il faut les prendre. Moi, il n'y a pas de souci. Je parle avec le promoteur immobilier. Je veux le maximum d'étages, je veux ci, ça, ici. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a aussi un code urbain à respecter. Par exemple, j'ai travaillé sur un immeuble qui était supposé être à Mermoz, juste à côté d'IAM. C'était l'immeuble de l'ADER qui est en construction. Et en fait, donc, les premiers dans la commande, en fait, ils voulaient monter à je ne sais pas combien d'étages. Vraiment 20 étages, etc. et tout. Sauf que dans le programme, ils n'avaient pas besoin de 20 étages. Qu'on était dans une zone résidentielle, que ce n'est pas qu'ils n'ont pas le droit concrètement de monter, parce qu'avant, on avait la dérogation de la position de l'aéroport, qui a un peu commencé à s'estomper. Donc, mais il fallait quand même qu'il y ait une raison. Vraiment, les raisons, c'était « Ah, comme à Dubaï, on veut… » J'ai dit non, il faut qu'on ait besoin de ça. Je comprends. Et je disais, il faut avoir une harmonie dans le tissu urbain. Aujourd'hui, on ne peut pas nier l'urbanisation. On ne peut pas nier qu'il va falloir développer la ville de manière verticale, surtout que Dakar, c'est une presqu'île. Donc, à part si on va créer des îles artificielles, voilà. C'est pas impossible, hein. On peut créer des îles artificielles. Il y a déjà des gens qui ont déjà fait des recherches dessus. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, architectes, on ne peut pas nier cette urbanisation-là. Je pense que le fait de travailler dans le gouvernement, ça m'a beaucoup aidé aussi. Parce que le gouvernement aussi, genre, il y a une grande partie aussi qui était assez insensible par rapport à ce volet-là de non, il faut qu'on prenne le temps de faire des recherches, de machin, etc. et tout. C'est non, il faut faire l'immeuble là pour dans 6 mois, tac, que tout le monde puisse y être et tout. Dans un premier temps, c'est important qu'un bâtiment puisse s'inscrire dans un tissu urbain. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de conversation entre les bâtiments au Sénégal, alors qu'il doit y avoir une conversation entre les bâtiments. Quand je dis une conversation, on n'a pas besoin d'une longue conversation, hein. Peut-être que, lui, son balcon est aligné comme ça, je vais venir m'aligner de la même manière. Lui, il a utilisé telle couleur, je vais venir prendre cette couleur-là, je vais la mettre sur l'angle de ma façade avant d'évoluer avec une autre matérialité. Comment est-ce on peut trouver en fait le lien entre différents bâtiments qui sont construits à la même époque, dans le même tissu urbain, mais qui ne se parlent absolument pas. Mais pour toi, en fait, là, tu évoques une forme d'intelligence collective. D'intelligence collective. Et ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce possible? C'est une réalité. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'inscris, par exemple, toi, en tant que promoteur immobilier, tu as ton grand terrain qui se trouve, par exemple, au milieu du centre-ville ou je ne sais pas. Et tu commences à faire, avant de faire ton bâtiment, tu analyses un peu déjà l'espace. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi? OK, là, il y a une zone résidentielle, là, il y a plein de restaurants, là, il y a tel et tel et tel. OK, qu'est-ce qui manque en fait en réalité? Qu'est-ce que genre, tu regardes, OK, il n'y a pas de place publique, il n'y a pas trop de trucs, il n'y a pas d'endroit où on peut s'asseoir, etc., etc. Par rapport à la position de ton bâtiment, si ton bâtiment il est positionné d'une manière qui fait que, par exemple, tu peux te permettre d'avoir un recul pour créer une place publique devant qui va venir, on va dire, s'intégrer au tissu urbain et peut-être régler quelques solutions, tu as la possibilité de le faire, tu vois. Et je pense que le promoteur a aussi le devoir de venir apporter des solutions, en plus de construire, d'apporter des solutions à l'endroit où il va s'implanter, tout simplement, pour la peine causée par la construction, certes, mais également pour, on va dire, le développement de ce tissu urbain plus tard. Avoir une logique dans laquelle s'inscrire, avoir une logique qui va faire même que, je ne sais pas moi, le prochain bâtiment qui va s'installer va dire « Ah, ceux-là, ils ont créé une nouvelle brèche et tout, on peut sortir maintenant par derrière et faire le tour pour aller je ne sais où et tout. Je vais continuer cette route-là, etc. etc. » En fait, c'est juste essayer de voir comment ne pas venir s'installer dans un tissu urbain déjà existant, sans converser avec lui, sans avoir vraiment de vis-à-vis, et juste avoir comme lien un mur très haut pour cacher tout ce qui se passe à l'intérieur et tout pouvoir fermer.
Ça peut nous amener aussi à la question des cités fermées qu'on voit de plus en plus et tout. Est-ce que c'est vraiment la solution ou est-ce qu'il faut venir s'inscrire dans le tissu urbain? Donc derrière, bien sûr, il y a des règles aussi. Tu vas pas juste faire ça ensuite, laisser tout le monde et n'importe qui venir. Bien Moi, sûr. je pense qu'il y a une éducation aussi envers la population à faire ça. Quand les gens disent « Ah, je veux pas mettre de parc devant chez moi, sinon les moutons vont venir » et tout ça, il faut travailler avec la mairie. Est-ce que genre, les moutons ne traînent pas trop dans cette zone-là? Et l'autre aspect aussi que je vais développer sur, on va dire, cette coordination d'architectes et promoteurs immobiliers, c'est que, par exemple, aujourd'hui, un promoteur, j'ai déjà eu plusieurs promoteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, on veut faire quelque chose d'un peu différent, on veut partir, voilà, on veut essayer d'être un peu sur du local, etc. et tout. » Moi, je me dis « Ah, ça, c'est une bonne chose. » C'est rien que quand tu as une réflexion sur la matérialité et sur, on va dire, le rejet en CO2 que cette matérialité-là peut réduire, en fait, par rapport à ta construction, je me dis « Ok, c'est un premier pas déjà vers cet aspect développement durable, mais cet aspect aussi bien-être qu'on veut intégrer. » Ensuite, au niveau des appartements, je vais te donner un petit exemple, hein. La dernière fois, j'étais chez une de mes cousines. Elle habite dans un appartement en ville, très, très bien fait. Et j'étais dans sa cuisine avec celle qui fait la cuisine et tout. Et j'ai remarqué que tout ce que, en général, on pilait, elle le mettait dans le mixeur. Donc j'ai dit, genre, est-ce que tu piles les gens ici et tout ça? Elle me dit, non, on n'a pas le droit. J'ai dit, hein? Elle me dit, non, on n'a pas le droit, ça fait du bruit dans l'immeuble et tout ça. J'ai dit, mais non, c'est nous qui devons faire en sorte que vous puissiez utiliser sans que ça fasse du bruit ailleurs. J'ai dit, mais ça fait partie de la vie des gens. Et de la conception. C'est ça. En fait, ce que je peux comprendre, c'est, oui, on peut faire des sacrifices parce que la vie sénégalaise telle que on la vivait avant n'était pas en appartement. Ok, on peut se dire qu'on va faire quelques sacrifices, on doit monter des escaliers, on doit ci et ça. Bon, de plus en plus, il faut prévoir les ascenseurs parce que si tu as des personnes âgées, etc., et tout, qui vivent et tout. Mais on est vraiment obligé de prendre en compte cette manière qu'on a de vivre qui est différente. Moi, j'ai systématiquement, par exemple, des patios dans mes projets parce que pour moi, les patios, c'est important pour l'éclairage, pour Ça la fait ventilation, respirer. pour respirer. Ça fait un peu cours intérieur. On adore les cours intérieurs. Ça fait espace où tu peux faire tes ablutions sans aller dans la salle de bain. Ça fait. Ça a plusieurs, pour moi, ça a plusieurs fonctions. Donc aujourd'hui, c'est important, même si on est dans la configuration d'un appartement, de voir quel est le meilleur moyen d'adapter cette configuration à la manière dont les Sénégalais vivent. Un exercice, par exemple, que tu peux faire, c'est de voir quelles pièces existent en Wolof. Tu sais qu'il y a des pièces et des mots qui n'existent pas en Wolof. Alors là, ça m'intéresse, Oui, dis-moi. mais ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, à cette époque-là, qu'est-ce qui ensuite a été rajouté par influence occidentale ou autre. Par exemple, avant, dans les maisons, il n'y avait pas forcément la chambre, le salon, machin, etc. Neg, ces pièces. Donc, c'était juste des pièces. Ete, c'est une cour. Ceux qui filment, vous me dites si je dis n'importe quoi. C'est ça. Ete, c'est une cour. Donc, en fait, ça t'informe directement sur la manière dont on avait l'habitude d'occuper l'espace parce qu'on avait juste besoin d'avoir une association de pièces qui étaient autour d'une cour. Ensuite, les pièces, on en fait ce qu'on veut. Je dis ici, c'est ma chambre, ici, c'est le salon, ici, c'est machin. C'était pas aussi spécifique, en fait, dans la manière de faire. Donc, ça te montre qu'avant, on avait plus besoin d'avoir juste des espaces où on allait venir s'adapter. Quand aujourd'hui, tu vois un salon, il y a le salon là, la salle à manger, il y a tout, il y a vraiment... et tu te dis, OK, eux, chaque fois qu'ils veulent manger par terre, ils doivent enlever la table. La table, finalement, le plus souvent, ils vont l'utiliser que pendant le ramadan parce qu'on mange le petit-déj tous les jours, etc. Et même chez moi, chez ma grand-mère, ils mangent le petit-déjeuner par terre. On n'utilise jamais la table à manger, à part s'il y a des dîners, qu'on pose le buffet dessus ou des choses comme ça. Donc, ça informe vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des balcons qu'on ne peut même pas utiliser? Est-ce qu'on a besoin d'intégrer et de perdre ce 1,10 m là, juste pour dire qu'on a mis des balcons parce que dans la tête des gens, il faut des balcons, alors qu'on ne peut même pas mettre son tapis de prière là-bas. C'est vraiment, moi je pense, le minimum, c'est de pouvoir utiliser une pièce pour pouvoir prier ici quand même. Et des fois, en fait, tu regardes ce genre de choses-là et tu te dis, oui, il y a beaucoup de matière à faire dans l'architecture. Entre un architecte et un promoteur immobilier, on a tendance à penser que c'est vraiment juste dans l'échelle de construction, il faut construire à l'échelle humaine, machin. Non, à l'échelle de très, très, très grands bâtiments,
tu peux avoir vraiment l'impression genre d'être dans ta cour, de bien vivre et ne pas sentir en fait justement toutes ces contraintes que tu as par la vie en appartement qui de base n'est pas forcément adaptée. Mais qu'aujourd'hui, on tente d'adapter tant bien que mal. Tu as mentionné quelque chose qui me rappelle à mes cours de sociologie en première ES avec mon ancien prof, Monsieur Ben Saïd. Et en fait, on parlait d'individualisme méthodologique qui a été développé par Weber sur la notion que les phénomènes sociétaux s'expliquent par des attitudes, des motivations, des valeurs individuelles. Et en fait, il y a aussi une autre chose, c'est encore une fois les cours d'économie Smith qui disait que la main invisible, la somme des intérêts individuels et égoïstes des personnes va mener à un profit global et collectif. Et quand je t'entends parler, tu me dis ce serait intéressant qu'un promoteur laisse une voie d'accès ou un passage pour telle personne, ouvre son jardin. Et en fait, c'est cette notion de qu'on soit collectif versus la nature individualiste des êtres humains. Est-ce un mythe ou une réalité de pouvoir envisager que le développement urbain, le développement immobilier se fasse avec une conscience de « mais en fait, on est une société, on va vivre ensemble pendant longtemps, et comment on arrive à cohabiter ensemble ?» Dis-moi tout. Alors, moi, je pense que l'homme est de nature égoïste. Donc, je ne blâme pas un client avec qui je parle et qui me dit non, moi, je m'en fiche, j'ai pas envie. Genre, j'ai pas envie. Juste pas envie. Je ne blâme pas un client comme ça. Surtout que des fois, comme tu dis, cet égoïsme peut être expliqué ou motivé par autre chose. Comme par exemple la cherté des terrains. On est d'accord que à Dakar, c'est devenu ridicule. On est d'accord qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a mon âge se dit mais c'est impossible, je vais jamais rien avoir à Dakar. Là, je peux réfléchir peut-être au Lac Rose, à Thiès, etc., etc. et tout ça. Donc, je pense que l'homme est de nature égoïste et individualiste et que quand il met autant d'argent dans un projet, il veut pouvoir avoir la main dessus, la main mise sur tout. Moi, je pense que il n'y aura pas d'éveil de conscience qui va faire que tout le monde va se prendre main dans la main et avancer et tout. Moi, je pense que les personnes qui sont en charge de ça, c'est les urbanistes, les architectes, c'est la planification urbaine, c'est les politiques urbaines aussi. Elles doivent être respectées pour pouvoir se faire aussi respecter par les gens en fait, qui construisent pour eux-mêmes. Et tu as des exemples de cas où, je sais que moi j'avais entendu comme quoi dans certaines villes hors de Dakar, il y a eu des mouvements collectifs, solidaires, autour de projets immobiliers. Alors, tu as un exemple en tête ? Effectivement, j'ai l'exemple d'un quartier qui s'appelle Lamy, à Thiès. Et je regardais ça la dernière fois au journal de 20h sur RTS. J'ai trouvé ça tellement, tellement inspirant. Je me suis dit, mais il y a des gens au Sénégal qui ont ce genre de motivation et qui sont aussi passionnés. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est un quartier là-bas qui était... je ne pourrais pas dire qu'il était délabré, mais bon, qui avait un historique quand même qui a fait qu'il y avait quand même pas mal d'agressions, il y avait quand même pas mal de... Voilà. Et donc, ils ont commencé à repenser le quartier, pas seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Et ce que j'ai trouvé super, c'est qu'ils se sont créés un genre de code urbain qu'ils devaient respecter dans leur manière de construire et également dans les couleurs. Donc, il y a des endroits où ils ont complètement refait la peinture de toutes les façades pour avoir cette harmonie-là. On est dans les couleurs ocre, donc ça nous rappelle Marrakech et le Maroc. Mais il faut savoir que c'est pas forcément par mimétisme, mais Marrakech, en fait, le code urbain là-bas, les couleurs, elles découlent des différentes teintes de sable qu'ils ont là-bas. Donc, tout revient à la terre et aux matériaux locaux et en fait aux couleurs qu'on connaissait aussi dans la construction. Donc, je pense que c'est en lien avec ça, ce choix de couleurs-là, que j'ai trouvé super. Ils ont utilisé des matériaux recyclés comme des roues, etc. pour se faire des grands pots de fleurs et tout qu'ils ont mis à l'extérieur. Ils ont vraiment rendu le cadre de vie agréable. Les trottoirs et les rues sont toujours bien nettoyées, elles sont propres. Et je me dis, mais en fait, ça prend pas autant de choses, en fait. Ça prend juste la volonté des gens. On ne doit pas toujours attendre que la mairie ou je ne sais qui vienne le faire. Et surtout quand ça vient de nous-mêmes, après, on veut l'entretenir. Ça me rappelle un projet, un rond-point que j'ai aménagé juste au niveau de la cité des enseignants. Et un jour, j'ai trouvé des gens là-bas et ils m'ont dit, mais vous savez qu'ils viennent arroser tous les jours, alors que j'ai planté là-bas justement des espèces exprès pour ne pas avoir tout le temps besoin autant d'eau.
Et ils m'ont dit non, ils viennent arroser tous les jours, ils sont fiers de ça et tout ça. Et c'est que dans le processus aussi, ils ont été inclus d'une certaine manière. J'ai demandé aux responsables de leur syndicat de venir, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a des politiques qui peuvent être mises en place pour favoriser ce type d'agissement. Comme je disais aussi avec cet exemple que je viens de donner, il y a la construction participative aussi. Moi, je pense que quand on construit dans un lieu ou pour des gens, c'est impossible de ne pas faire participer les personnes en fait qui vont être soit impactées ou soit vont occuper le lieu. Ça permet de mettre en perspective, en relief certaines perspectives, mais ça permet également, une fois que la construction sera terminée, d'avoir un certain engagement de la personne à qui tu as demandé son avis. En Qui fait, s'approprie les lieux. exactement. Cette personne va s'approprier aussi plus facilement les lieux, parce qu'il va avoir l'impression de faire partie de ça. Et j'ai un exemple très concret de ça. Oui, c'est un centre qui a été fait pour les femmes, l'association des femmes de Rufisque. C'est des élèves de l'université de Helsinki qui étaient venus en voyage scolaire ici. Et il y a 2 élèves, je crois, qui avaient sympathisé avec ces femmes-là parce qu'elles étaient en train de faire un travail de recherche sur la ville de Dakar. Et donc, quand elles sont rentrées, elles ont commencé à se dire non, mais il faut qu'on retourne au Sénégal, il faut qu'on leur fasse un endroit où elles pourront être, etc. Parce qu'elles ont échangé avec elles, elles étaient au courant de leurs activités, mais elles n'avaient pas vraiment d'espace en soi. Et donc, du coup, elles les ont contactées. Elles ont commencé à travailler ensemble sur un projet pour faire justement leur centre. Et quand tu regardes le centre aujourd'hui, tu vois en fait que ça a été réalisé par elles-mêmes parce que c'est tellement compatible avec leurs activités. C'est tellement, ça prend tellement en considération certains aspects qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre en compte, comme un espace où tout le monde peut faire sa lessive, que je trouve ce projet incroyable. Elles ont utilisé également des matériaux locaux pour la construction, la ventilation, la lumière, l'éclairage naturel sont vraiment bien traités. Et c'est un projet qui est entretenu par les femmes elles-mêmes et qui tient toujours aujourd'hui. Donc je trouve que c'est des beaux exemples quand même de construction participative qui permettent de donner, de responsabiliser, on va dire, les citoyens. Mais quand on va dire, à la prise de conscience d'une personne elle-même, c'est très, 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 très difficile à avoir. Voilà. Donc, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est la notion déjà, parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe aussi dans des villes que je connais comme Paris, comme Barcelone, comme Londres. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a un code, il y a des règles, urbaines, et c'est très strict parce qu'en fait, on est très conscient de la nature humaine et que si tu laisses une ouverture pour que quelqu'un fasse ce qu'il veut, ben, il débordera, son porte-à-faux de balcon débordera sur la rue s'il le faut, il ira chercher le maximum et c'est même dans la nature même de l'être humain d'augmenter son territoire et de protéger son territoire et c'est classique. Et aussi, par contre, et j'aime bien ce que tu dis, c'est la notion de n'attendons pas systématiquement qu'il y ait un pouvoir externe qui vienne faire ce travail de réflexion collective. Parce que si on revient à l'égoïsme et à l'individualisme méthodologique, en fait, il y a cette notion que si tu fais un joli écoquartier et qu'il est bien fait et qu'il est joli, eh ben, il passera au journal de la RTS, il deviendra connu, on en parlera nous maintenant, et ensuite l'immobilier dans cette zone-là, elle va prendre de la valeur. Donc parfois, être capable de faire un sacrifice à court terme sur des gains rapides, eh ben, ça peut te permettre de développer ta réputation de ville, ta réputation de promoteur. Et en fait, on peut avoir ce contre-pied. Donc, moi, j'aime bien aussi dire que ce n'est pas que des coquelicots, des fleurs et des pâquerettes, mais parfois aussi, c'est rentable d'avoir une vision long terme. Exactement. Ça, c'est ton côté promoteur. Non, mais effectivement, tu as complètement raison. Ça prend de la valeur, effectivement. Et tu sais pourquoi je fais l'exercice de raisonner comme ça ? Parce que je pars du principe qu'en négociation, tu ne peux pas convaincre l'autre. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de comprendre son système de référence et de lui faire des propositions qui vont dans son système. Et si nous, on ne fait pas l'effort de se dire, mais tiens, un promoteur qui pense qu'à la rentabilité, un propriétaire de terrain qui pense qu'à la rentabilité, comment puis-je faire pour l'amener vers un destin plus durable, vers des constructions plus écologiques ? Si je ne raisonne pas comme lui, je ne pourrai jamais lui dire, tiens, je sais que tu veux gagner de l'argent, je peux te faire gagner encore plus d'argent sur le long terme en faisant ça. Et tu vois, c'est drôle parce qu'en entreprise, quand j'avais des stagiaires ou j'avais des équipes et tout, je leur disais, n'essayez pas forcément de convaincre quelqu'un avec votre propre chemin. Apprenez à convaincre une personne dans sa langue, dans son chemin et dans son algorithme. Tu vois ou pas ? Tu sais pourquoi je rigole ? Dis-moi. La dernière fois, j'étais en train de dire,
que les clients, quand j'essaie de les convaincre de construire en terre, je suis pas là à dire la terre est un bon régulateur économétrique. Je dis, mais tu sais que tu vas avoir une des seules maisons en terre dans la ville. Tu vas être un des seuls. Parce les que gens tu vont sais passer que devant toi, ils vont dire, mais ça, c'est quoi cette Ça le maison? touche. Mais c'est ça, exactement. Il faut parler le langage de la personne que De tu as en l'autre. face. Absolument. Je suis complètement d'accord. Et ça, je le cite souvent parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment impacté. C'est Éric Blondeau qui disait que la négociation, elle commence dans la tête de l'autre. Exactement. Et que si tu veux débuter une négociation, ça part du système de référence de l'autre. Lui, dans son propre système, il a raison. Et comment est-ce que moi, je peux faire pour que lui accepte ma proposition en utilisant son propre langage de connexion et de réflexion. Ça, tu viens de définir la politique, là. Comment donner l'impression que mes idées sont ses idées et qu'il les accepte. Mais in fine, s'il finit par les accepter, c'est ses idées. Ça, parce que si toi, en essayant de te vendre, de faire des constructions qui sont que dans le béton et que dans de la baie vitrée et que dans le négatif, est-ce que je vais réussir à le faire même dans toutes les langues? Je ne réussirai pas. C'est ça. Donc si je finis à le faire, c'est qu'in fine, en toi, il y avait ce côté que tu voulais un peu, mais il n'y avait pas le déclencheur qui te poussait à... Exactement, c'est ça. Bon, écoute, dans la même lignée, autre chose qui m'intéresse, c'est que tu as parlé tout à l'heure, j'ai les noté et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Tu as parlé d'innovations qui m'ont quand même interpellé. Je visite beaucoup de chantiers à Dakar. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, parce que moi j'aime aller dans les chantiers, regarder comment ça a été conçu, etc. Et même dans des appartements de 200, 300, 400 mètres carrés, avec des salons qui font parfois 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, je vois pas dans l'appartement un espace de prière, comme tu l'as cité toi. Et en fait, tu viens de me rendre compte de ça dans un pays qui est à très 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 large majorité musulmane. En fait, je me dis, c'est faisable dans les appartements d'intégrer une salle de prière, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport, aussi tu l'as dit tout à l'heure, sur construire pour les habitants, s'adapter à la réalité locale et non pas faire copier-coller du modèle occidental ou d'un modèle de promotion européenne? Alors, très bonne question, vraiment, parce que moi, ça me révolte de voir à quel point, on va dire, on dissocie des fois nos manières de vivre et de la manière dont on va dire concevoir un bâtiment. Ça commence dès la construction. Tu sais ça, où est-ce que j'ai fait ces observations-là? Je les ai fait quand j'ai commencé à travailler sur les projets de Diamniadio. Diamniadio, c'est une nouvelle ville, qui n'a pas encore de commodité, qu'on se dise la vérité. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de commodité, c'est pas une ville où il est fait bon de vivre, où c'est agréable d'habiter. Donc, ce que j'ai commencé à voir, en fait, c'est que les bâtiments grandissaient, créaient leur propre micro, on va dire, commodité, et donc rester introvertis chacun. Et donc, dès le processus, on va dire, de la construction, quand j'y allais, je voyais, c'est-à-dire, bon, le Sénégalais, on va se dire la vérité, c'est que nous, on a une culture du bien-être. Oui. Nous, on aime bien vivre. C'est vrai. Voilà, on aime bien vivre, on aime être à l'aise partout, etc. Donc, à l'heure du déjeuner, il faut manger. Après, il faut prendre le thé. On doit pouvoir prier. Voilà, on doit pouvoir prier. Si tu pries n'importe où aussi, que tu dis à la personne, tu peux aller prier là-bas, genre c'est blasphématoire, etc. et tout. Donc, en fait, on a une manière de se mettre à l'aise qui fait que on ne peut pas ne pas prévoir des espaces pour se mettre à l'aise, en fait. C'est pas possible. Donc, cette notion, en fait, de l'existence d'une salle de prière, en fait, dans un environnement, tout simplement, où il y a un groupe de personnes qui se le partagent ou qui habitent, pour moi, c'est nécessaire. Et que ce soit sur les chantiers, que ce soit dans les bureaux administratifs, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les logements sociaux, etc., etc., on en a toujours besoin. C'est vrai que, par exemple, dans un appartement qui n'est pas très grand, où tu ne veux pas perdre de mètres carrés, tu ne vas pas forcément penser à faire une salle de prière en particulier et tout. Mais c'est vrai que dans l'aménagement, tu vas y penser aussi pour pas qu'à chaque fois, tu sois obligé soit de déplacer des meubles ou de prier coincé entre ton lit et ton mur. Parce que c'est quand même une activité qu'on fait 5 fois dans la journée. Et je me dis, il faut quand même être dans les dispositions agréables et commodes pour ça, quoi, tout simplement. Et aussi, tout à l'heure, tu disais quelque chose sur la contrainte que j'ai trouvé très, très pertinent. Parce qu'effectivement, la contrainte est créatrice d'innovation. Exactement. Et ça me fait penser à l'époque où j'étais directeur du Novotel et Ibis Dakar. Il y avait beaucoup de plaintes sur l'eau qui était laissée au niveau des WC au moment de la prière, surtout la prière du vendredi. Oui. Et en fait, les gens se plaignaient de ça. Mais en fait, avec le recul, quand ils pensent, mais
les personnes ont des convictions religieuses extrêmement profondes qui sont imbibées dans leur âme. Ouais. Ça ne va pas changer. Mhm. Ça veut dire que la pierre, elle peut se détruire, ça ne va pas se détruire. Exactement. Donc, charge à nous, quand on construit, d'innover. Et c'est pour ça qu'après, on a fait construire un espace d'ablution dédié, bien comme il faut, propre, et on n'a plus eu cette contrainte. Exactement. Donc, en fait, à la place d'en vouloir aux gens d'avoir certaines habitudes, parfois, c'est aussi aux concepteurs et à ceux qui détiennent les promoteurs et les maîtres d'œuvre de se dire qu'est-ce que nous, on peut recommander pour améliorer le projet. Pour améliorer le projet. Tu as ça à ce niveau. J'ai fait une autre observation aussi au niveau pour sécher le linge. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça, en fait. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où c'est absurde d'avoir un sèche-linge à la maison et tout, même si quand même, bon, tu peux en avoir et tout, mais c'est pas esthétique de voir le linge sécher sur les balcons comme ça, très vrai. Ou de mettre, voilà. Moi, à chaque fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des mouchards à biais, par exemple Mouchards à biais, alors mouchards à biais, ce sont des panneaux perforés qui permettent de protéger du soleil et qui ont une certaine esthétique en général, qui sont utilisés dans l'architecture musulmane. Donc, dans les mosquées, le mouchard à biais, vous allez le voir, par exemple, entre la zone prière des hommes et des femmes, etc. et tout. C'est un élément culturel, ça fait partie de notre architecture. Pourquoi on n'utilise pas, par exemple, ce système-là pour cacher certaines parties du balcon où, malgré tout, on pourrait quand même maintenir l'air qui entre? Tu as parfaitement raison, parce que tu sais, dans les règlements de copropriété, on inscrit interdiction de manière apparente de faire sécher son linge, mais dans bien des appartements, il n'y a pas de solution. Ah, c'est ça. Donc les personnes, ils font quoi après? Exactement. Ensuite, tu vas faire sécher ton linge dans des pièces fermées, donc tu vas susciter de l'humidité, et ensuite tu vas dégrader ton ouvrage. C'est même pas bon en fait. Exactement. Pour les vêtements, pour l'humidité, etc. et tout. Donc, c'est clair. Tout ça, c'est des pistes où il faut trouver des solutions, soit pour sécher le linge, mais pas de manière mécanique. Il faut trouver aussi des solutions individuelles pour sécher le linge, parce que je sais que de plus en plus on en trouve, par exemple en bas, il y a un espace commun où tout le monde y va ou sur le toit. C'est pas réaliste, quoi. C'est pas réaliste, et puis les gens veulent pas qu'on voit ton linge intime, ton linge intime, comme bien ça. sûr, Exactement, bien sûr. exposé. Je suis d'accord. Donc on a ces solutions-là à rechercher. Il y a le fait de prendre en compte aussi qu'on cuisine. On cuisine pas un plat genre en 30 minutes ou en 1 heure, en fait. On a des plats qui prennent 4 heures à cuisiner. C'est quoi, le soupe konja, tchébouya? Le tchéboudian, voilà, le c'est bon. Exactement. ce genre de plat, en fait. Et donc, il faut penser à la personne qui cuisine, ses conditions. C'est vrai. Il faut également penser à l'aération par rapport à l'appartement. Comment est-ce qu'on fait en sorte, soit dans la cuisine, de créer une zone qui va être un peu entre intérieur et extérieur. Encore une fois, cette solution-là de murs perforés, de patio, etc., justement, peut entrer en compte. L'appartement, c'est juste un différent logement, en fait. C'est comme la maison, c'est comme mais dans les airs, en fait. C'est une maison aérienne. Exactement, dans les airs. Il faut juste pouvoir savoir s'adapter. Et en architecture, franchement, pour moi, il n'y a rien d'impossible. Honnêtement. Et tu sais quoi, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, actuellement, on enregistre, on est au mois de décembre 2024, il y a une tension locative dans laquelle il n'y a plus beaucoup de demandes de location et il y a beaucoup de logements vides. Et quand il y a beaucoup de logements vides, une concurrence s'installe entre les logements. Donc, les promoteurs qui vont vouloir, eux, vendre des appartements à des investisseurs, les investisseurs vont leur dire « je vais acheter avec toi si derrière moi je suis sûr de pouvoir louer ». Et donc les investisseurs vont forcer les promoteurs à créer des produits qui retiennent la préférence du locataire. Et une manière d'aller chercher la préférence du locataire, c'est d'aller innover sur ces aspects-là. Exactement. Et de dire, tiens, regardez, dans nos conceptions, on a pensé à un lieu de prière. Exactement. On a pensé à un lieu pour étendre le linge de manière pertinente. On a pensé à des endroits pour cuisiner où c'est aéré, c'est agréable, etc. On a pensé à un coin pour le personnel de maison qui soit agréable et tout ça. En fait, c'est très pertinent ce que tu dis. Et le contexte actuel va peut-être pousser à innover. Exactement. Et là, tu me fais même penser à quelque chose, parce que j'ai une amie qui cherchait un logement il n'y a pas très longtemps. J'ai été scandalisée. Scandalisée de voir qu'elle n'arrivait pas à trouver, parce que tout ce qu'elle trouvait de bien, il lui répondait « on ne loue pas aux Sénégalais ». Du coup, la question revient aussi de savoir pour qui est-ce qu'on construit ces bâtiments-là aussi. Est-ce que des Sénégalais
qui vivent comme les Sénégalais, qui ont besoin de ce type d'espace-là aussi, sont ces personnes-là aussi qui vivent dans ces bâtiments? Ou est-ce que les Sénégalais de ce milieu-là, qui vivent dans des appartements aujourd'hui, se retrouvent juste à l'immeuble rose ou dans ces genres d'anciens appartements, etc., qui sont accessibles ou parce qu'ils y sont depuis des années et des années. Donc, en fait, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je réfléchis tout le temps H24 parce que j'ai tenté tant bien que mal d'être autant en phase avec le Sénégalais riche, le Sénégalais moyen, le Sénégalais qui n'a pas du tout les moyens parce qu'ils ont tous droit à avoir un architecte ou à ce qu'on leur trouve des solutions, en fait, tout simplement dans le logement. Donc, c'est vrai qu'il y a cette réflexion-là de savoir aussi, est-ce que quand tu construis ton logement avec tes salles de prière et tout ça, tu vas avoir que des expats là-bas ou des entreprises qui vont venir prendre des appartements pour des expats? Et quelle est l'accessibilité aussi? Alors, 2 choses déjà. Ouais. N'oublions pas que parmi les expats, Ouais. pour un peu connaître le marché, pour être concerné, Ouais. y a beaucoup de musulmans. De musulmans aussi, ouais, c'est vrai. Et quand tu viens au Sénégal, moi, c'est mon pays de cœur, donc vraiment pour moi, mon pays d'adoption. C'est un pays où tu as trop envie de venir. Ça veut dire que moi, quand je suis pas au Sénégal pendant longtemps, il y a quelque chose qui me manque, tu vois. Donc, il y a cet attrait pour le pays. Donc, je suis musulman, admettons, de la sous-région. Eh ben, ça peut être intéressant de se dire, je vais être muté au Sénégal, je vais y aller, tu vois. Donc, je pense que ça, il y a un point. Et il y a une autre chose qui m'inspire dans ce que tu viens de dire, c'est aussi, on discutait de ça dans l'épisode avec Pathé Diallo, l'offre et la demande. L'offre et la demande règlent beaucoup de polémiques. Dans le sens où, dans une économie où il va être de plus en plus difficile de louer à bon prix en hypercentre ou dans les grandes zones, les promoteurs vont commencer de plus en plus à s'éloigner. Ils n'auront pas le choix. La pression foncière fera qu'ils vont être obligés de s'éloigner. Mais quand tu t'éloignes, pour qui tu construis? Qui va habiter? L'émergence de la classe moyenne, dans tous les cas. Et moi, je suis toujours impressionné par la Côte d'Ivoire et l'émergence de sa classe moyenne. Donc, en fait, tous les sujets que tu abordes là, ils deviendront dans pas longtemps inévitables. Parce que la classe moyenne qui va profiter des nouvelles ressources du pays, profiter de l'accroissement économique, profiter de l'évolution, ben, en fait, ils auront des attentes, ils seront plus exigeants. Et ils vont mettre le point sur la table pour dire, je ne loue pas chez vous si je ne suis pas conforté dans mon style de vie à moi, dont je suis fier, en fait. Donc, je trouve que ça, là, tu es en train de placer des sujets de réflexion qui vont peut-être faire réfléchir des promoteurs. Au final, je me dis, quelle que soit même la personne pour qui on construit, on peut aussi se dire, on construit en fonction des besoins des Sénégalais, quoi, tout simplement. Une salle de prière, ça peut être une salle polyvalente. On n'est pas obligé forcément de se dire, c'est forcément une salle de prière, mais au moins de se dire, dans notre manière de construire, on prévoit ça. Comme quand tu vas à Dubaï, on te dit, ah oui, ici, dans tous les appartements, il y a ci ou il y a ça, etc. Peut-être ça vient de leur culture, ça vient peut-être de besoins qu'eux, ils ont là-bas. Je ne pourrais pas te citer quelque chose en particulier là tout de suite, j'arrive à penser à rien. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a ce débat. Mais c'est vrai qu'une personne, même si un bâtiment a été adapté pour le Sénégalais moyen, genre, je pense normalement, n'importe qui pourrait normalement pouvoir y vivre. Maintenant, moi, je me rends compte d'une chose, je suis devenu assez cynique là-dessus. C'est que les acteurs économiques, ils sont pragmatiques, ils sont rationnels. Ils regardent que dans le plus court terme possible, comment je peux maximiser mon profit. Quand tu commences à rentrer dans des discussions de « et la vertu » et au nom du cœur et au nom de sauver les enfants, tu les perds. Et c'est pour ça que tu dis pas ça. Tu donnes d'autres Bien sûr, raisons. tu dis pas ça. Mais du coup, je me rends compte que, tu vois, quand on prend l'exemple de taxi et Uber, avant les taxis, comment ils traitaient les personnes avant Yango, avant Uber, c'était très, très dur parfois. Et ensuite, avec l'arrivée de ces concurrents, ben, la bouteille d'eau est arrivée, le Wi-Fi est arrivé. Et en fait, ça a amené, cette concurrence a amené plus de qualité. Et ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une grosse concurrence chez les promoteurs, ce qui pousse à la créativité, ce qui pousse à l'innovation. Qui va être le premier des promoteurs qui va construire green, énergie renouvelable, avec des zones dédiées pour chaque espace, un meilleur traitement des espaces verts. Et en fait, ça va amener vers ça. Et avec des matériaux locaux non industrialisés. Je dis non industrialisés. Après, on va parler du BTC. Sans faute. Mais ouais, non, effectivement, c'est ça. Ok. Maintenant, on a un peu couvert les comportements individuels, parce que c'est aussi, quand toi tu es archi, tu es dans une prestation de service, et tu ne peux pas contraindre le donneur d'ordre, tu peux juste lui faire les meilleures propositions possibles. On a parlé aussi un peu des aspects liés à l'innovation,
comment on innove, etc. Et maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu plus de construire durablement. C'est-à-dire, toi, comment est-ce que tu intègres dans tes réflexions le fait de construire de manière durable en optimisant les consommations d'énergie et en optimisant des circuits courts d'approvisionnement? Comment est-ce que tu réfléchis à tout ça? Donc, faut savoir que donc, pendant mes études à Montréal, comme on était très peu d'Africains dans ma classe, et même Africains noirs, je crois qu'il y avait que moi, jusqu'au master. Le reste, c'était des Marocains et des gens comme ça, etc. Et tout. Et on n'avait pas trop tendance dans nos projets à utiliser notre propre architecture ou à faire des projets qui pourraient se trouver dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos présentations se faisaient devant des architectes invités et que ils peuvent pas forcément venir à chaque fois voir un Arabe qui a fait des arches, voir une Africaine qui a construit en terre. Tu vois, genre, c'est comme si, en fait, c'est comme si toi, tu pouvais pas sortir, en fait, de ce carcan-là. J'ai pas eu de mal à accepter ça, hein, honnêtement. Au début, c'est vrai que je suis en mode, oui, mais on a le droit de... Mais honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parce qu'au final, ce qu'on nous apprend, c'est universel. C'est pas de l'architecture canadienne, etc. Mais c'est vrai que quand on te dit, tu dois faire un gîte au pied levé dans je ne sais pas, à je ne sais pas combien de kilomètres de Québec, là-bas, oui, tu es dans certaines conditions, mais tu n'as pas les mêmes conditions ici en Afrique. Absolument. Donc, tous les gestes que je vais avoir ici pour le côté durable, pour le côté justement de l'isolation, pour ne pas qu'il fasse frais à l'intérieur, etc., ce pas les mêmes contraintes que j'ai ici. Donc, j'ai eu ce réapprentissage-là à faire. Et donc, pour mon projet final, après tant d'années à devoir réfuter ce que je connaissais du Sénégal et de l'Afrique, j'ai commencé à faire des recherches quand je suis rentrée, juste l'été d'avant. J'ai rencontré pas mal d'architectes. J'ai rencontré également des gens qui avaient fait de la recherche, dont un monsieur qui s'appelle Papa Gumbolo et qui est le directeur du Centre environnemental de recherche d'équipement et qui m'a donné énormément de pistes en fait, que je pouvais explorer. Et c'est là que j'ai décidé de travailler en fait, sur l'utilisation de la terre dans la construction. La terre qui est un matériau universel puisqu'elle est utilisée par, je ne sais même plus combien de pourcents de la population, il faudrait que des chiffres me reviennent, mais c'est quand même un matériau séculaire très, très, très présent, notamment en Afrique, et qui est le matériau le plus adapté, en fait, on va dire, à nos climats, tout simplement. Donc, j'ai décidé de travailler sur ce matériau-là et de faire sa sensibilisation. Donc, je suis venue, j'ai fait pas mal de recherches, je suis allée voir pas mal de projets qui avaient été faits par des architectes ici. J'ai fini par comprendre, en fait, que les gens ne construisaient pas en terre parce que c'était très stigmatisé. Les gens pensent qu'il n'y a que les gens dans les villages qui construisent en terre ou les gens qui n'ont pas d'argent, en fait, tout simplement. Alors que la terre résonne également avec construction durable. Déjà, on a un exemple de construction durable historique ici, qui date. Ce sont tous les anciens bâtiments, les bâtiments du patrimoine, etc. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'avoir des appartements configurés à notre manière de vivre. Ces bâtiments-là ont des appartements qui incarnent le mieux notre manière de vivre à cause des systèmes justement durables, de ventilation, etc., qui y sont intégrés, des systèmes de véranda, etc. C'est vraiment juste extraordinaire à observer. Juste quand tu regardes l'immeuble Maginot, il faut aller et regarder et voir en fait genre le potentiel de ces appartements. Et dans le même esprit, j'avais vu une école construite dans un désert, en terre également, mais qui utilisait les techniques anciennes, qui faisaient qu'avec de l'aération naturelle, en plein désert, tu te retrouvais à être très ventilé. Un microclimat genre frais, exactement. Bah, en fait, c'est justement, en fait, la terre, les formes qui découlent de la terre se prêtent encore mieux justement à cette circulation d'air, c'est-à-dire les arches, les voûtes nubiennes, etc. et tout. Donc, c'est un matériau qui suggère déjà le côté durable en fait de la construction. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un matériau de prédilection. J'ai eu à faire, pendant mes recherches, un stage avec un architecte touareg qui s'appelle Abou Moussa. Et il se déplaçait avec les grands trucs là, tu vois, genre en chantier et tout. Et qui avait développé une méthode pour construire des murs en terre qui n'utilisent pas non plus trop de terre, mais qui est la même régulation, enfin les mêmes propriétés qu'un mur de 25 cm ou de 50 cm et tout. Et j'avais trouvé super, super intéressant de voir tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été développé. Et c'est lui qui un jour m'a dit, quand tu parles de matériaux locaux,
précise matériaux locaux non industrialisés. Il me dit, parce que le ciment, c'est un matériau local maintenant. Il dit, n'est-ce pas qu'on fabrique du ciment au Sénégal? Je dis, oui. Il me dit, donc c'est un matériau local. Tu viens, tu dis à quelqu'un, construis-moi en matériaux locaux, il t'amène du ciment, tu n'auras rien à dire. Donc, il faut préciser toujours non industrialisé. Parce que c'est ta terre, là, que tu sèches au soleil et qui te permet, en fait, de ne pas utiliser autant l'industrie, autant de rejeter autant de gaz à effet de serre dans la nature. Mais est-ce compatible avec des projets? Bien sûr, c'est compatible. À grande échelle. C'est compatible avec tout type de projet. Il faut savoir aujourd'hui que aujourd'hui, dans la promotion de l'architecture de terre, tu as les gourous de l'architecture de terre qui disent « Ah non, 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 il faut absolument pas de ciment, sinon ça revient au même, etc. » Et il y en a qui disent « Bon, aujourd'hui, pour justement adapter ça aux attentes des gens, il faut pouvoir faire des bâtiments hybrides, il faut pouvoir montrer des solutions technologiques et voir comment est-ce qu'on intègre la terre à des immeubles R+10 ou R+20. » Bien sûr. Et par exemple, à des immeubles R+20, une des solutions, c'est d'avoir par exemple une structure en béton et d'avoir des murs de remplissage en terre. Le cloisonnement, oui. Voilà, le cloisonnement, une fois que les murs de remplissage sont en terre, tu vas avoir la même efficacité énergétique si tu avais fait tout ton bâtiment comme ça. En fait, tu es encore en train là de mettre en parallèle les pragmatistes et les rêveurs. Exactement. Ça veut dire qu'il faut savoir faire le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. Tu peux avoir ta structure, tes poteaux, tout ce qui est porteur, tu peux l'avoir en béton. Et par contre, jouer avec tout ce qui est remplissage et cloisonnement en BTC. Exactement. Okay. Et tu sais, parce qu'au-delà juste de l'aspect fonctionnel, il y a aussi l'aspect esthétique, en fait, qui fait que les Sénégalais, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de se réadapter à la terre. Il faut montrer, en fait, que la terre, au final, c'est un matériau. C'est un très beau matériau. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de le peindre, mais on a tout à fait le droit d'enduire les murs et de mettre une peinture blanche. Moi, des fois, je dis à quelqu'un, tu sais que tu peux ne même pas savoir que c'est de la terre, si c'est ça qui te dérange. Mais je te dis juste, toi, dans ta manière de construire, essaye d'intégrer ça d'abord. Peut-être il y en a qui ne comprendraient pas, qui me diraient, oui, mais si c'est pour avoir le même fini au final, machin et tout. Je dis non, c'est étape par étape. Tu sais, c'est quand je prends, par exemple, la terre, que je prends mon projet final et que je le découpe en différentes captions et que je vais créer un hashtag sur Instagram et que je vais prendre des photos de moi dans des endroits en terre et que je les poste. Tu les rends fashionable. Oui, exactement. Je les rends fashionable. En caption, il y a écrit construire en terre permet de faire 30% d'économie sur tatati, tatata, etc. et tout. Et tu vois que les gens consomment ça. Et tu vois que c'est parce que tu leur parles avec des aspects qui leur parlent. De leur langage, de leur algorithme. Exactement. Je ne suis pas encore à vous dire, oui, vous savez, l'hygrométrie, de la chaleur, de machin, etc. Non. Oui. Il faut leur parler avec des choses qu'ils connaissent. Parce que j'ai l'impression, en fait, que chaque fois que tu veux faire comprendre à un Sénégalais c'est quoi la terre, il te dit c'est quoi la terre, quoi, genre du sable, ou bien de quoi tu parles. Ils peuvent pas directement. Donc je dis, tu sais, quand tu vas chez tes grands-parents en village, je ne sais pas où, des fois tu entres dans la pièce, tu as pas l'impression qu'il fait frais alors qu'il fait super chaud, et tout le monde est comme ouais c'est vrai et tout. Et je dis ouais, et genre ils gardaient pas l'eau dans des canaries enterrées dans le sol, tu te disais pas mais comment ça se fait que c'est frais et tout ça. J'ai dit, mais c'est parce que c'est de la terre. Technologiquement, c'est des technologies ancestrales, mais qui fonctionnent. Exactement, qui fonctionnent parfaitement. Maintenant, c'est comment les réhabiliter au goût du jour. Comment les ramener au goût du jour, esthétiquement, fonctionnellement, dans la tête des gens, qu'ils comprennent que, genre, on a cette chose-là aujourd'hui. Presque, je ne sais pas, il y a combien eu de panels qui ont été faits à l'étranger et qui parlent que de ça, où j'ai dû intervenir, j'ai dû faire je ne sais pas combien de panels. Donc, tu vois à quel point les gens sont intéressés par ça. Mais on n'est jamais prophète dans son propre pays. Exactement, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, je me dis, il faut qu'on voit vraiment le potentiel de ça. C'est pour ça que j'étais partie sur cette tarification, en fait, on va dire, de la terre. Parce que ici, en fait, quand on consomme quelque chose, c'est parce que c'est à la mode. Bien et sûr. C'est par mimétisme, en fait, tu vois. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour dire « Ah, ok, il a fait ça, je vais aller faire la même chose et tout. » Et tu sais, les réseaux sociaux ont rendu ce phénomène mondial. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vrai. On n'est plus vraiment précurseur. C'est vrai. Ouais. Et ça fait un lien avec le sujet suivant sur... tu sais, moi, je m'adresse aussi à la diaspora qui souhaite investir dans l'immobilier sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, tu vois qu'en Europe, souvent, c'est déjà cher, c'est un peu saturé, il y a une pression fiscale qui est très forte. Et ce que tu peux avoir en termes de superficie quand tu investis sur le continent africain versus ce que tu peux avoir en Occident, parfois tu peux te poser des questions. Dans la deuxième partie de ta vie, tu te dis, si j'ai une résidence secondaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Assini, au Bénin, à Ouidah,
ou autre, tiens, ça peut être pas mal pour y Ouais. passer quelques années. Ouais, ça Surtout quand que ce même. qui s'est passé avec le Covid, ça Ouais, nous rend lucide que demain, il y a une autre pandémie, il faut rester 8 mois bien sûr. dans une pièce fermée, dans la grisaille, c'est pas forcément intéressant. Et donc, du coup, il y a cet attrait de construire Mhm, à, à Anne-Guérine, mhm, à la Saumone, mhm. à Sally ou autre. Et tu le sais mieux que moi, aujourd'hui, la maison type, c'est une maison un peu blanche, minimaliste, un peu Miami, avec des baies vitrées, très carrées, Exactement. voilà. Et puis la petite piscine rectangulaire dehors, infinity pool, etc. Exactement. Est-ce que pour toi, c'est inévitable de construire dans ce modèle-là, ou est-ce que dans ton expertise architecturale, il y a d'autres modèles à considérer quand je suis dans une logique d'aller construire ma maison dans ces zones-là, hors de Dakar ou hors de Abidjan, par exemple? Alors, si tu poses cette question à un architecte qui considère que chaque projet est unique, c'est vraiment pour moi, genre, il y a des milliards et des milliards d'autres manières de construire. C'est vrai que, en fait, moi, je pense que ça, c'est juste que c'est devenu un modèle efficace. Parce que, je ne sais pas si tu réalises, mais l'évolution de l'architecture, c'est la suppression de détails aussi. Tout à fait. Les moulures, le travail craftsmanship, vraiment le travail d'artisan Exactement. pointu. Le travail où tu as l'impression que les gens ont pris le temps, qu'il y avait la passion, que les gens étaient là à chercher à vraiment avoir un truc unique. Hmm, C'est ça, on a aseptisé l'architecture, on l'a c'est vrai. aseptisé. Et on a associé, on va dire, ces détails-là à un manque de modernisme en général. Je ne sais pas C'est pourquoi. vrai. Ou un Alors côté que, kitsch. exactement, un côté kitsch. Alors que moi, j'adore ça. Aujourd'hui, moi, j'adore les carreaux 2 par 2. J'adore voir des fresques avec les carreaux 2 par 2 là. C'est des carreaux de 2 cm sur 2 cm qu'on utilisait ici dans toute la construction et tout. Donc, moi, je trouve en fait que ça, c'est juste peut-être des méthodes efficaces pour vendre ou louer des maisons. Euh, c'est pas contre toi, c'est des méthodes un peu de promoteur immobilier. Mais c'est efficace, ça marche. Et moi, ce que je me dis, c'est que ça peut pas manquer. On est obligé d'avoir ce type de maison-là aussi. Mais moi, ce que je pense, c'est que si je prends mon argent, je vais sur un terrain que j'ai la capacité de faire une maison de moi-même. Impossible qu'elle ressemble à ça. Il faut qu'elle soit Hmm, unique. Il faut qu'elle me ressemble moi. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que je m'assois avec un client, j'essaie d'abord de connaître sa personnalité, de lui poser des questions qui n'ont pas forcément même à voir avec le projet. Parce que je sais que rien que cette conversation-là, ça va être le point zéro, le premier, on va dire, le premier élément qui va te détacher de tout ce que j'aurais pu construire en dehors. hmm. Ensuite, à quelle fréquence est-ce que tu le fais? Tu as combien d'enfants? Est-ce que vous avez l'habitude de ci et ça? On veut une salle de cinéma. On veut une salle de cinéma, on ne sait pas pourquoi. On veut, je ne sais pas, à Sali, il y a une boîte de nuit en plein milieu d'un jardin là-bas. Ils ont demandé à avoir une boîte de nuit parce qu'ils veulent pouvoir avoir cette expérience aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment faire les choses en fonction de la manière dont nous, on vit. Hmm. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'avais fait une vidéo sur ma chambre où j'expliquais que tous mes meubles sont moulés parce que moi, j'ai peur des cafards, des salamandres, des rampes, des trucs comme ça. Donc, je ne veux pas avoir de meubles physiques où des choses peuvent... Tout est apparent dans ma chambre. Tout est apparent. Ok. Donc, je dis, c'est un parti pris, Oui. mais Ça te parle. Ça me parle. J'aime pas aussi trop les joints, des carreaux et tout. J'aime bien avoir l'impression que la pièce est infinie. Presque comme en Grèce, en fait. Mais c'est ça, Ouais, les exactement. maisons Voilà, à donc en fait, Santorini et tout. c'est exactement ça. Ouais. Moi, ma chambre là, c'est presque Santorini. Mais dès que tu ouvres la porte de ma chambre, tu reviens à la réalité de la maison. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mais je sais que parce que je peux m'accorder ça. Personne vient dans ma chambre, ils s'en fichent. Ma mère m'a dit, bon, moi, tu veux pas de carreaux chez toi, il n'y a pas de souci. Mais ici, on partage cet espace, donc comment on fait? On aura des carreaux. Voilà, exactement, on aura des carreaux. Donc, je pense que c'est ça qui amène, justement, c'est ça qui amène Un côté unique, en fait. un côté unique. C'est Mm. ça qui justifie, en fait, de mettre son argent dans la construction d'une maison. Moi, ça n'a... Franchement, pour moi, genre, partir... C'est-à-dire, si tu viens et que tu veux acheter juste une maison et que ce type de maison fait partie des maisons que tu veux acheter, et peut-être après toi, au fur et à mesure de la manière dont tu vas l'occuper, elle va subir des transformations ou des changements qui vont faire que il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu as la possibilité de faire ta maison, Mm. vas-y à fond, quoi. Mhm. Il y a un autre aussi qui avait fait une commande pour qui je travaillais, qui avait demandé à avoir une bibliothèque circulaire dans son salon, et il a des murs hauts de 4 mètres, voire 5 mètres. Donc la bibliothèque, fallait penser à avoir un mur épais où on allait mouler directement le cercle et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, quand je vois ce genre de client, je me dis pas, oh non, il veut une bibliothèque circulaire dans son mur au salon, quoi. Je me dis, yes,
Il veut quelque Je vais chose où m'amuser. je vais m'amuser, je vais être challengée, ça va être différent, ça va être unique, Ouais. parce que c'est fait en fonction d'une personne unique qui est là et qui mérite en fait d'avoir quelque Mm. chose qui s'adapte à Donc ses toi, tu besoins. remets vraiment au goût du jour, et surtout dans l'immobilier résidentiel de propriété, soit secondaire ou de propriété principale, de rajouter une âme. C'est pas une Exactement, maison, c'est un foyer en fait. De exactement, raconter une belle histoire. exactement. Mm. Et on peut être autant unique sur notre manière de travailler, sur nos façades et tout, qu'être harmonisé dans l'ensemble aussi. Mm. Et ça, c'est en respectant les règles d'urbanisme. Si on te dit que tu as un seul type de teinte de couleur, ça, il y a déjà une harmonie. Il y a un alignement, il y a déjà une harmonie. Bien sûr. Vous devez, je ne sais pas moi, vous devez avoir un jardin quand même avant que la maison commence, etc. Il faut y avoir un recul. Il y a déjà une harmonie. Donc, ce genre de choses permettent d'avoir des harmonies. On n'est pas obligé que toutes les maisons se ressemblent. Et Et ça donne de la valeur au quartier. c'est ça. Ça veut dire que je perds quelques mètres carrés, Mhm. mais le mètre carré que j'ai, il se vend plus cher. Dans Exactement. tous les cas, c'est intéressant. Exactement. C'est intéressant de réfléchir à un quartier comme ça. Mm. Et c'est vrai que depuis, on parle des zones résidentielles Mm. et des logements sociaux, mais on n'a pas parlé du projet de 100 000 logements. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Non, Non. vas-y, dis-moi tout. Alors, c'est un projet, c'est tout simplement un projet de l'ancien gouvernement qui se voulait d'atteindre 100 000 logements en 2024, là. C'était, je crois, 5 ans et c'était hyper pas réaliste parce que je crois que le record qu'on a eu, c'était 5 000 logements dans l'histoire de la construction au Sénégal en une année. Et donc, moi, j'ai eu à travailler au tout début avec ce comité-là. Et c'est vrai que moi, pour moi, en fait, je me disais, les projets publics, c'est toujours l'occasion de montrer un exemple qui va permettre à un grand nombre d'expérimenter, de s'approprier, soit une manière de construire ou un Bien type sûr. d'espace pour donner l'exemple. Quand je parle de terre, par exemple, moi, mon projet final, c'était un bâtiment public en face du Sea Plaza, en plein milieu de la ville, qui était accessible de l'avant comme ça par les sportifs, parce on avait prévu des zones sportives et tout ça, et puis qui était un bâtiment que tu pouvais expérimenter, qui était en terre et tout. Je me disais, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment ça. Ici, à part le Jollof, l'hôtel de Tout Jollof, à fait. Qui est très joli, ouais. exactement, qui est un très bel hôtel, à part maintenant le bâtiment de la Banque mondiale que David Adjaye est en train de faire, Tout à fait. Aux Almadies. aux Almadies, à part l'Institut Goethe que Francis Kéré est en train de faire à Fannes, juste derrière la maison de Léopold Sédar Senghor, qui elle-même a une apparence de terre, elle n'est pas construite en terre même en soi. On n'a pas assez d'exemples, quoi, tout simplement. De ce que moi j'ai observé, je suis arrivé au Sénégal en 2017 Mhm. et j'ai constaté un marché plutôt de l'immobilier neuf, de la VFA. Donc des nouvelles constructions. Et si tu veux investir, tu achètes du neuf. Et je viens d'un marché en France où il y a beaucoup, beaucoup d'anciens. Ouais. Où là, tu peux racheter des maisons ou des appartements qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des diagnostics, il y a une supervision, il y a des contrôles qui font que tu sais à peu près ce que tu achètes. Et je sais que toi aussi, tu fais de la réhabilitation, tu fais de l'intérieur design aussi. Mhm. Et en fait, j'aimerais que tu puisses nous en dire un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore bien le marché de l'immobilier, qui sont souvent orientés sur de l'achat dans du neuf qui va tout juste être livré ou qui est déjà livré depuis moins de 5 ans, par exemple. Qu'en est-il des vieux bâtiments, des vieux appartements qu'on peut trouver beaucoup en ville, qu'on peut trouver dans certains quartiers des Almadies? Est-ce une opportunité d'acheter un vieil appartement et de se dire, je vais prendre une architecte et je vais complètement décloisonner, refaire l'intérieur et d'avoir un appartement de très bonne facture et bien, on va dire, au standard? Est-ce envisageable aujourd'hui au Sénégal? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vu de tes yeux ou pratiqué de ton expérience? Pour moi, aujourd'hui, ça, c'est un des plus grands luxes qu'on pourrait avoir, tout simplement. Euh, je pense que c'est très peu accessible parce que c'est très cher. C'est Tout à devenu fait. très, très cher aujourd'hui. Malgré la vétusté, tu achètes cher. Exactement, Mm. j'achète cher. Aujourd'hui, la réhabilitation fait partie intégrante, en fait, des outils de développement de ce pays, tout simplement. Il faut que... C'est vrai qu'il y a une mémoire à laquelle elle est associée, ce sont des bâtiments coloniaux, sont des vieux bâtiments, etc., etc. Mais ils sont des marqueurs temporels. Mm. Et moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement, tellement de problèmes dans le tissu urbain et dans l'urbanisme que je pense qu'il est temps de se poser un peu et de commencer de la réparation plutôt que genre de continuer à rajouter des couches dessus.
je ne peux pas nier, encore une fois, l'existence de l'urbanisation, du fait que ça va continuer à se développer et tout. Mais c'est vrai qu'il est important d'apporter une attention particulière là, à ces bâtiments. À l'échelle du bâtiment même, je ne parle même pas encore même des gens qui... parce que ça, pour moi, ça, c'est l'idéal. Hein. C'est ce que je conseillerais à quelqu'un. Va prendre ton appartement qui est déjà fait, tu le réhabilites, tu auras une qualité spatiale que tu n'auras nulle part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, malgré l'aspect moderne des bâtiments, etc., c'est très rare que je vois des bâtiments qui sont aussi bien faits et des appartements qui sont aussi bien faits que des anciens appartements. Quand, par exemple, je vais à l'immeuble Maginot, mais moi, je suis émerveillée par la hauteur sous plafond, émerveillée par la grandeur des pièces, par les ouvertures, par la ventilation, par les matériaux, plus que quand je suis dans un nouveau bâtiment super outstanding, high-end, etc. Peut-être parce que j'ai plus l'habitude de voir ce genre de bâtiment partout où je vais. C'est-à-dire que je sois ici, à Lomé, à Abidjan, je ne sais pas où, etc. Je ne suis pas émerveillée de voir ça parce que pour moi, c'est de l'architecture que tu vois partout. Bien Et sûr. c'est le même type d'architecture Pinterest que tout le monde veut aujourd'hui. Super aseptisé, très, très minimal, très machin et tout. Et de plus en plus, les gens vont sur les mêmes coloris. Ah, il faut qu'on reste sur de Blanc, gris, l'écru. Ah noir. oui, blanc, gris, noir. On reste sur l'écru, Ouais. sur de l'ivoire, sur des couleurs crème, etc. Ici, à Dakar, faites l'observation, il y a énormément d'entrées d'immeubles qui se ressemblent. Bien sûr. Et le jour où j'ai vraiment fait cette observation, ça n'a rien à voir, hein, mais en fait, c'est quand les Lions de la Teranga venaient de gagner, qu'ils étaient en train de sillonner toute la ville avec leur car. Oui. J'ai dû allumer la télé 4-5 fois. Et à chaque fois, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient. Je regardais la ville, je regardais autour. Okay. J'étais comme, mais c'est pas possible. Et ma mère me disait, mais c'est fou. Et j'ai dit, maman, tu sais, ça, c'est à cause de quoi? Il n'y a aucun bâtiment qui a une identité. Donc, tout ce qu'on est en train de voir là. Et je lui ai dit, je suis sûre, c'est la VDN. Mais parce que, bon, la VDN, pour moi, c'est un genre de mélange un peu truc et tout. Mais c'est vraiment motivé par le fait qu'il y a beaucoup de parties de Dakar où on n'a pas cette identité-là qui va faire que on peut aimer ou ne pas aimer, par exemple, le siège orange. Je suis au siège orange, je sais que tu es au siège orange. Bien sûr. Et je pense que c'est important pour un bâtiment, déjà pour se dissocier et se rendre unique aussi, parce que tu fais un bâtiment, tu as mis l'argent, il faut être unique. Mais c'est important d'avoir cette identité-là à travers les formes, à travers les matériaux, les références culturelles aussi, et pour pouvoir se distinguer, quoi. Et ça, c'est des choses que les anciens bâtiments ont. Donc, peut-être que on va dire que j'ai fait un zoom trop out, mais je conseillerais d'abord cette formule avant de partir sur un nouvel appartement, sachant qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de faire le choix entre le fonctionnel et l'esthétique. Tu peux avoir quelque chose de très fonctionnel et d'esthétique en même temps. Et les gens les mieux installés pour moi aujourd'hui, c'est des amis qui ont acheté une maison à Fanok ou à Karak ou bien des choses comme ça, petites maisons. Et qui ont donné vie. Exactement, qui ont donné vie. Et moi, il n'y a pas plus beau contraste que le moderne et l'ancien aussi, quoi. Tu peux avoir ton intérieur tout blanc avec ton parquet, tes carreaux de 120 sur 120, vraiment genre tes choix de matériaux outstanding, on va dire, mais tout en étant aussi dans un cadre qui soit un peu plus, tu vois, genre vintage. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus charmant que ça, quoi. Aujourd'hui, habiter en maison, dans Dakar, c'est un luxe. Ouais, c'est un luxe. Et ça va devenir de plus en plus un luxe. Oui, okay. Vraiment. Bon, Mamie, je crois que on pourrait faire au moins 3 épisodes encore. Carrément. On va falloir te réinviter pour d'autres événements, d'autres actions sur l'immobilier parce que c'est passionnant. Vraiment. Moi, j'avais une petite question pour toi. Avec la raréfaction des fonciers disponibles au Sénégal, la cherté et l'augmentation des coûts d'acquisition des terrains. Souvent, on te présente des terrains qui n'ont plus des formes parfaites, le beau carré, le beau rectangle avec 2 façades en rue, etc. Qu'est-ce que tu recommandes lorsque une personne reçoit une proposition d'un terrain dont la forme n'est pas orthodoxe, le beau carré ou le beau rectangle? Dois-je abandonner tout de suite ou est-ce que je peux avoir d'autres alternatives? Même si c'est un triangle, tu prends ton terrain, tu vas avoir un architecte. Si c'est un bon architecte, il va te dire, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Si c'est un architecte qui ne veut pas trop se fatiguer et tout, il va dire, va trouver un autre terrain. Et en fait, moi, des fois, justement, ça me révolte parce qu'il y a des gens qui perdent en fait des zones assez intéressantes
à explorer comme ça. Et ça, en fait, ça me rappelle un projet sur lequel j'ai eu à travailler. Donc, mon grand-père, en fait, il avait sa maison, la maison familiale donc, de ma mère à la zone B. Donc, c'est une grande maison. En fait, il faut savoir qu'il y avait un genre de portion en L comme ça, où c'était leur garage, en fait, avant. Donc, ça a une profondeur à peu près de 25 mètres sur juste 5 mètres de large comme ça. Donc, forcément, quand tu le vois, tu vas pas forcément t'imaginer faire un bâtiment dans cette portion-là. Et pourtant, c'est la portion que mon oncle a récupérée. Et pendant longtemps, en fait, il se posait la question, il se disait, mais est-ce que c'est possible de faire une maison là? Un jour, il m'a posé la question, je lui ai dit, mais oui, bien sûr. Comme je faisais mes études, entre-temps, il est allé voir un entrepreneur. Mais si vous voyez le plan qu'il lui a fait, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. S'il vous plaît, pitié, allez voir des architectes en permanence. Oh. En permanence, quel que soit même. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas les moyens, allez voir un architecte, même s'il ne peut pas le faire, qu'il vous conseille. Ou venez me voir. Voilà. Je veux Tu bien vas être recevoir une beaucoup de solution, messages. Hein. solution d'urgence. Faudra répondre. Hein. C'est ça, c'est ça aussi. On va donner les bons contacts, justement. Mais moi, je pense que c'est important d'avoir un architecte parce qu'il avait énormément de contraintes. Donc, il avait ce terrain de 25 mètres de profondeur sur 5 mètres de profondeur. Il n'avait pas la possibilité d'ouvrir sur les côtés. Donc, il fallait penser à comment est-ce qu'on allait amener l'éclairage, comment est-ce qu'on allait amener la ventilation et que la circulation aussi soit fluide, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai coupé la maison en deux, tout simplement. En avant de la maison, tu as une première portion. Oui. Au milieu, tu as un patio à peu près de 4 mètres. Oui. Et ensuite, tu as la deuxième portion de la maison. Ok. Ceci m'a permis également de séparer programmatiquement la maison. Donc, en avant, on va dire, tu as toutes les zones publiques, tout ce qui est salon, etc. et tout ça, à chaque étage, la bibliothèque, le bureau et tout. De l'autre côté, en bas, bon, tu as la cuisine, c'est comme, on va dire, c'est une zone servante, pas servie. Et en haut, tu as les chambres, on va dire, de l'autre côté. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au milieu, au niveau du patio, c'est là que j'ai mis la circulation. Et c'est couvert ou pas? Ou semi-couvert? Non, c'est pas couvert. La circulation au milieu n'est pas couverte. Donc, vous avez des passerelles, vous avez un escalier et des passerelles qui sont en extérieur. Donc, oui, quand il pleut, je leur dis, genre, quand il pleut, vous bougez. Cours. Sprint. Exactement. Et donc, c'est leur moyen de passer d'une partie de la maison à l'autre partie. Okay. Et en fait, quand ils sont au niveau du patio, c'est vraiment comme s'ils étaient dans un monde où il y a personne d'autre, ils voient rien d'autre et tout. Il y a que cette maison et c'est introverti. Et il y a un arbre en plein milieu et tout qui est en train de grandir et tout. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que cet espace qu'ils considéraient un peu comme un conteneur, comme un entonnoir, a pu quand même servir d'espace pour faire une maison quand même R+3. Et faut savoir que j'étais à peu près sur 125 mètres carrés, que le prix de la maison est revenu quand même à... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de standing, vous allez voir un architecte, on va vous dire, tu peux arriver à un standing moyen à partir de 300, 350 000 le mètre carré. Après, si tu veux du outstanding, tu peux être entre 500, 700 000 le mètre carré. Il faut savoir que cette maison-là, je crois qu'on était à 120 000 le mètre carré, quelque chose comme ça. Et fini. Et en fait, il faut savoir quoi? C'est que quand tu as la patience et vraiment la passion de vouloir contrôler les travaux toi-même et d'aller t'asseoir, tu peux te permettre de ça. Parce que moi, mon oncle, il a fait ça. Il contrôlait chacun de ses... Non, mais le tonton qui est installé, qui est patient. C'est pas la même chose que genre la diaspora, etc. Oui, c'est vrai. Donc, ça fait que c'est quand même un vrai investissement et tout. C'est vrai. Mais il faut juste qu'ils comprennent que ce n'est pas impossible. Moi, je veux vraiment qu'on brise ce truc-là de se dire, nous, on n'aura plus de terrain, etc. et tout. Moi, je pense que c'est possible. Et je pense que c'est important aussi de posséder une pièce de sa terre, en fait, de certaine manière. Quand tu n'es pas là, il faut malgré tout que tu ne laisses pas les choses se passer derrière toi, quoi. Et que tu saches que on a cette vocation-là de posséder un bout de terre, on va dire, d'une certaine manière, de pouvoir aussi après le transmettre, même si on n'est pas prêt à pouvoir le construire directement. Comme certains de mes amis disent, preach. Yeah, exactement. Mais j'aime trop ce que tu dis, parce que c'est aussi la raison d'être de cette initiative Immobilier d'Afrique. Exactement. C'est que moi, je suis un fervent croyant que posséder un bout de cette planète Terre, dans une période où la pression démographique est forte, il y a un plus grand nombre d'habitants sur la Terre, et avec la montée des eaux, il y a de moins en moins de terres disponibles. Ouais. Donc automatiquement,
la terre vaudra plus que de l'or, ça n'aura pas de prix. Et Exactement. aujourd'hui, ne pas rentrer maintenant Mhm. dans la conversation de détenir, Mhm. c'est une erreur fatale. Oui, Quand tu regardes que les milliardaires aujourd'hui américains investissent massivement dans les fonciers en exactement. Afrique, ils Exactement. achètent des hectares et des hectares. Mhm. Beaucoup d'investisseurs chinois investissent des hectares et des hectares en Afrique. Nous, on doit ouvrir la conversation. Mhm. Et souvent, la conversation, elle s'ouvre de je ne sais pas comment faire. Mhm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un notaire fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un architecte fait. Je ne Exactement. sais pas comment construire sur un petit terrain qui, Mhm. au demeurant, est mal agencé. Mhm. Donc, en fait, tout ce que tu viens de dire là sur sachant même en partant d'un foncier qui n'est pas très attractif, avec un archi, essayons de raconter une histoire C'est qui est ça. agréable. Est-ce que justement, au-delà de cette initiative justement que tu as créée, est-ce que tu connais un bureau ou une organisation qui a été mise en place pour ça? Euh, je pense à ça parce que je sais que par exemple pour le programme des 100 000 logements, pour chaque personne qui voulait acquérir, il y avait tout un circuit en fait à faire. Et en fait, au final, ils ont décidé de faire un guichet unique qui était un bureau en fait où il y avait chaque représentant en fait qui participait à ce programme-là et que l'acheteur devait voir. Et c'est pédagogique, en fait. Oui, exactement. Donc en fait, tu vas juste dans un bureau Mm. et tu vois toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il existe aujourd'hui des initiatives pour faciliter l'achat d'immobilier? Parce que moi, la plupart du temps, Mm. quand les gens étaient réfractaires à acheter de l'immobilier, c'est plus par rapport au manque de sérieux des gens. L'incertitude. Oui, la certitude, par rapport à savoir aussi est-ce que ton terrain a un titre foncier, etc. Tout le processus pour en avoir un, si c'est pas le cas et tout. C'est vrai que les gens, ils ont un peu la flemme, entre guillemets, de dire, oh là là, je vais devoir passer par tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pas juste appeler quelqu'un de confiance et lui dire, tu peux gérer ça pour moi, mais est-ce que Tout à de fait. manière formelle, Mm. avec des entreprises avec qui on peut contracter sur peut-être de l'achat jusqu'à ce que la maison soit voilà, donnée, etc. Tout ce suivi-là, quoi, Je pense que j'ai vu des initiatives individuelles sur les individuel, réseaux mais c'est pas avec public. des accompagnateurs qui font ça. Mhm, Mais je te rejoins absolument qu'il y a un enjeu. mhm. Et moi, je veux vraiment démystifier, je Ouais, veux démocratiser les mécanismes de l'immobilier. ouais. C'est apprenable, c'est Mhm, gérable. Une exactement. personne peut s'en sortir Mhm, s'il se donne les moyens mhm, de parler à des archis, mhm, parler à des bureaux d'études, mhm. parler à des banques, Mhm. parler à des personnes de l'urbanisme, discute. Et Exactement. tu vas enrichir ta connaissance. Et c'est le meilleur juge de paix, c'est ton libre arbitre. Mhm, Et franchement, je trouve que poser sur la table ce sujet d'être propriétaire est jeune. mhm. Moi, je veux que des jeunes de 18 ans se Ouais. disent, dans 5 ans, Ouais. comment je peux mettre de côté le peu que j'ai Mm. pour aller voir mon banquier et lui dire, regardez, voici ce que j'ai su faire Ouais. avec rien, faites-moi confiance avec un peu plus. Mhm. Exactement. Donc, je suis complètement d'accord. Ouais. Et je voulais te demander aussi, on arrive vers la fin, Ouais. aujourd'hui, Mhm. quel est ton métier aujourd'hui Mhm. et pour qui est-ce que tu aujourd'hui mets tes talents architecturaux en valeur? Alors, je mets mes talents architecturaux en valeur pour le président de la République depuis quelques années. Alors, il faut savoir que donc après avoir travaillé avec Wilmot et donc avoir livré la Maison des Nations Unies à Diamniadio, j'ai commencé à travailler au Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux. Donc, c'est le bureau d'architecture qui est rattaché à la présidence et qui donc s'occupe de la gestion et la maintenance de tous les palais nationaux du Sénégal et qui se trouvent pas sur le territoire sénégalais, mais ailleurs. Et donc, ça, on va dire, ce sont des palais qui appartiennent au Sénégal, comme le palais présidentiel, Bien sûr. comme le Petit Palais, comme le palais de Popenguine, le palais de Gorée, etc., etc. Et donc, c'est quand même un bel exercice de préservation de bâtiments qui datent il y a plus de 100 ans, comme le palais qui a été construit en 1907. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui de travailler sur les systèmes électriques de plomberie, Waouh. de tout ça. Mais en dehors de ça, c'est aussi intéressant de se dire quand il y a des opérations de modernisation ou qu'il y a des plans à faire ou autres, etc., que je puisse travailler dessus tout en me basant sur des choses qui ont été faites il y a plus de 100 ans. Donc, c'est vraiment très pédagogique. Et au-delà de ça, donc, on a d'autres programmes architecturaux. Notamment, on a eu le programme spécial des sites religieux qui avait été initié par l'ancien président et qui consistait à réhabiliter, achever ou construire des sites religieux à travers le Sénégal,
tant pour la communauté musulmane que pour la communauté chrétienne. On a eu à faire des sanctuaires, des mosquées, etc. et tout. Et c'était vraiment intéressant de voir, d'expérimenter, on va dire, l'architecture religieuse au Sénégal. Parce que j'ai jamais vu un domaine où les gens étaient vraiment plus impliqués dans le processus de construction autant que là. On avait les comités avec nous, que ce soit les imams, que ce soit les communautés, etc. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas en fait quand on ne l'a pas expérimenté et tout. Mais il y a pas mal de pratiques aussi assez respectueuses du lieu. Parce que souvent, si c'est des réhabilitations, par exemple, vous avez un mausolée à l'intérieur Bien où a sûr. été enterré le premier imam et son fils ou des choses comme ça. Ça nous est arrivé notamment à la mosquée omarienne qui est sur la Corniche, qu'on est en train de construire. Ça nous est arrivé à la mosquée Blanchot, qu'on a réhabilitée, qui est en plein milieu de la ville. Et donc, pour moi, tout ça, c'était vraiment des challenges. Et pour moi, c'était participer à développer le pays en gardant, en préservant, on va dire, ce qui nous appartient. La mosquée Blanchot, d'ailleurs, même, c'est un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, la mosquée Blanchot peut être perçue comme un bâtiment colonial. Pourquoi? Parce qu'on va dire, oh, il y avait un clocher avant, c'est même pas vraiment un vrai bâtiment, etc. Il faut savoir que quand on construisait la première mosquée au Sénégal, qui est la mosquée de Saint-Louis, Nord, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, Ou l'une des premières, en tout cas, c'est à ça, l'une des minima. premières, exactement. Ça a été construit sur le modèle de la cathédrale de Saint-Louis. Ok. Et donc, il y a eu des reprises d'éléments architecturaux, comme les clochers. Et il y a deux thèses, en fait, à ça. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'avant, les imams, ils n'avaient pas le droit de faire l'appel à la prière au muezzin, etc. Et donc, les gens étaient obligés d'avoir ça. Et on a d'autres qui disent que non. En fait, les gens ont juste été influencés par un premier édifice, bien qu'il était chrétien, mais c'est un premier édifice religieux. Et donc, c'est un bâtiment, on va dire, c'est un modèle qui a été ensuite utilisé pour pas mal de mosquées qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, rien à voir avec le colon, forcément, en soi. Mm. Deuxièmement, il y a aussi sur la mosquée Blanchot, on va dire, un historique qui dit que là où se trouve la mosquée Blanchot, se trouvait une mosquée Lébou, en fait. Et que donc, quand les colons ont débarqué en 1907, c'est là-bas qu'ils ont construit parce que la mosquée Lébou était déjà là. Alors, il y a plusieurs théories. D'autres qui disent non, c'était un peu plus loin, etc. et tout. Mais toujours est-il que le fait de venir construire un bâtiment sur ce patrimoine qui nous appartenait déjà, qui était religieux et historique, ça fait de ce bâtiment notre bâtiment. Si on prend Mm. cette logique que les gens ont de dire ça a été construit par l'autre, donc ça appartient à l'autre. Donc, il y a beaucoup de, on va dire, d'aspects comme ça qui sont intéressants à apprendre à travers les bâtiments. Ça permet de changer la perception qu'on peut avoir et tout. Et c'est une belle expérience. Et donc, voilà. Je suis fasciné par... déjà, quand tu m'en avais parlé au téléphone, j'étais impressionné. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre épisode. Sur les édifices religieux. Et moi, je vais me déplacer. Il faut Y a qu'on pas de puisse problème. voir les lieux. C'est fascinant Ouais. parce que ça porte un poids d'histoire Mhm. incroyable. Je vais juste te poser une question là-dessus. Ouais. Parce que moi, je trouve ça admirable d'avoir la conscience de dire je vais préserver les bâtiments historiques, les bâtiments religieux. Mhm. Et ma première question, c'est d'où vient cette motivation? D'où vient cette volonté que j'admire? Elle vient d'où, en fait? D'où vient cette dynamique, en fait? Ça vient du fait que, en fait, je pense que ça vient de la manière dont je considère la place du patrimoine dans le rôle d'une ville, tout simplement. Je pense que c'est un marqueur temporel. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas de meilleure architecture pour le moment au Sénégal. Je n'ai pas encore vu un nouveau modèle d'architecture qui vraiment était, on va dire, qui se valait aujourd'hui avec des bâtiments comme le 6S et autres et tout. Je trouve qu'avant, il y avait une vraie attention particulière à l'architecture. Je trouve que aussi le président Léopold Sédar Senghor a eu un vrai impact parce qu'en 1980, donc, on va dire, il décrète le parallélisme asymétrique, notion contradictoire, comme style architectural du Sénégal. Je crois que c'était en 1979. Quelque chose comme ça, oui. Et donc, il décrète ça. Et le parallélisme asymétrique, en fait, c'est une figure de style que lui, il utilise dans la poésie. Et donc, il va créer ce schéma-là, A, B, B, A, tu vois, un peu asymétrique, etc. Et il va le transposer ensuite en architecture. Mm. Et donc, ça va t'amener, en fait, à une répétition de formes géométriques,
mais un peu pas de manière parallèle. Bref, tu as la description, c'est assez fascinant. Et à cette époque, en fait, il va imposer à tous les architectes d'utiliser ça. Il va dire, c'est le nouveau style, c'est notre style, ça va être notre identité. Ok, Comme ça, partout où on ira, on dirait ça, c'est l'architecture sénégalaise ok, et vous allez l'utiliser. Il faut savoir qu'à l'époque, l'architecture avait un poids beaucoup plus énorme aujourd'hui. ok. Les architectes travaillaient directement avec le cabinet du président. Hmm. Ils avaient des gros portefeuilles. On leur disait juste, vous utilisez le parallélisme asymétrique et vous faites des choses de ouf, quoi. C'est pour ça qu'à l'époque, tu vas voir des bâtiments de Atepa Goudiaby, justement, qui sont, et de Shergom, qui sont des manifestos aujourd'hui d'une certaine recherche quand même d'une architecture, on va dire, identitaire à la ville sénégalaise. Hmm. Et ces bâtiments vont aussi venir s'associer à, on va dire, au patrimoine colonial d'une certaine manière. Et ce patrimoine colonial aussi a une recherche d'identité. Parce que quand vous voyez, par exemple, le marché Sandaga, qui a été détruit, qui a été construit dans les années 1930, là, on n'était pas encore dans les années 1960 avec le président Léopold Sédar Senghor. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des références de cette architecture dont lui, il parlait, qui est le parallélisme asymétrique, dans cette architecture. Et pourquoi on a l'impression? C'est parce qu'il y a des influences soudano-sahéliennes. Il faut savoir qu'à une époque où les colons débarquent et commencent à reproduire des immeubles qui se trouvent dans leur pays, ils arrivent vite aussi à une conclusion. Ils se disent, bon, on est là quand même, essayons de voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on essaye de merge les deux cultures, Bien etc. sûr. Il y a cette recherche-là aussi. Donc, il y a ces bâtiments qui aujourd'hui manifestent ces recherches-là et qui, encore une fois, aujourd'hui, nous appartiennent parce qu'ils reprennent nos codes culturels, le marché Kermel, le marché Sandaga. Tout ça, c'est des bâtiments issus de l'époque coloniale et qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui aussi en termes d'architecture. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est très important la réhabilitation. Et c'est pas grave après si on vient faire la maison cubique toute blanche là et tout ça. Tant qu'on conserve. Voilà. Donc, on conserve, mais que aussi on continue à produire du Oui, patrimoine. C'est je ça. comprends. On peut pas faire ça là à l'échelle de tout le pays. Voilà. Mais à des endroits Mais clés, à des endroits clés Mm. et venir l'associer avec une architecture aussi respectueuse bien sûr. et clean, quoi, entre guillemets. En tout cas, ça, c'est écrit. Il faut qu'on fasse l'épisode parce que moi, tu viens de me donner envie Mhm. d'aller découvrir certaines mosquées, d'aller découvrir Ouais. certaines cathédrales et Ouais. d'aller comprendre mais, le passé Mhm. et la beauté, en fait, qu'on met pas assez en avant de l'architecture d'il y a des décennies ou plus parfois, quoi. C'est ça. Et excuse-moi, mais t'en en fait, prie. ça aussi, c'est un projet que je trouve informe beaucoup sur le respect que les Sénégalais ont toujours eu entre eux. Parce que ce soit la communauté chrétienne ou musulmane, Oui, ça a été énormissime pour moi de voir à quel point les gens, il y avait du soutien, en fait. incroyable. C'est vraiment quelque chose de très, très, très marquant. J'ai travaillé sur le lundi de Pâques au niveau du sanctuaire de Popenguine pour la marche qu'il y a là-bas et tout. Il y avait tellement de représentants musulmans, des représentants musulmans qui étaient là-bas, qui étaient allés les voir et tout ça. J'ai trouvé ça super top. On vous dit, par exemple, dans l'histoire, vous savez que tel terrain de telle mosquée a été donné par l'archevêque de tel à tel imam. Ils étaient super amis et tout le temps. Donc, franchement, ça témoigne aussi, on va dire, de ce respect qu'on a toujours eu les uns pour les autres. Et Et en arrivant en 2017 à Dakar, Ouais. dans l'hôtel que je dirigeais, ouais. ils avaient une tradition qui consistait à offrir un pèlerinage à la Mecque et un Oui. pèlerinage à Rome Ah, Rome aussi. à gagner aux employés. Ah, c'est génial ça. Et une année, c'était 2 pour la Mecque, 1 pour Rome. Et l'autre, c'était 2 pour Rome, 1 pour la Mecque. Bah, j'ai expérimenté pour la Mecque, mais pas pour Rome. J'avais jamais entendu ça dans l'administration. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait Et franchement, intégrer. la solidarité entre les employés, Incroyable. même pendant le ramadan et le carême. Ouais. On vous couvre pendant le ramadan, Mhm. vous nous couvrez Oui, pendant le carême. carême. Franchement, et moi j'arrivais de France en 2017, on opposait les gens, on opposait les religions, on faisait que de mettre les gens les uns contre les autres. Exactement. Et là j'arrive, le partage, Mhm. la discussion ouverte, la sympathie, Mhm. c'est vraiment une inspiration. Ça fait partie des raisons pour lesquelles pour moi, Mhm. vivre au Sénégal, c'est un régal, tu vois. Vraiment. Bon ben écoute, on se note, il faut qu'on fasse en tout cas la revue des très très beaux monuments. Avec Tu nous feras le plaisir. top 3. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va arriver au mot de la fin. Là, le temps, on l'a même pas vu passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous dire au revoir? Pour vous dire au revoir. Moi, je dirais, faites toujours les choses
quand vous faites les choses, demandez-vous toujours pourquoi. Quelle est l'intention derrière, en fait, tout simplement. Moi, je sais que je peux faire... Alors, tu peux me donner 2 actions là à faire. L'intention avec laquelle je vais faire chacune des actions va faire que je vais choisir celle-là plutôt que l'autre. Tout simplement parce que mon corps va être motivé par le fait de le faire. Et aussi, ça me permet de vraiment toujours rester centré par rapport à moi, ma manière de faire, par rapport à mes priorités. Par exemple, je vais pas me lever et commencer à faire un projet juste parce que je me suis dit, j'ai vu quelqu'un sur Instagram faire quelque chose, ou je vais pas me lever et me dire, non, je vais le faire parce que ça vient de moi, en fait. C'est ça. Je vais le faire parce que ça vient de moi, parce que je veux le faire pour l'autre, parce que, voilà. Et je pense que peut-être que ce côté faire les choses avec intention, c'est peut-être ça qui justifie le... Je sais plus le terme que tu avais employé au début. De Nietzsche. Non, quand tu disais no, pas de... No excuse. Exactement. Ok, no excuse mindset. Exactement, c'est ça. Donc, toujours se demander avec quelle intention est-ce qu'on fait les choses en général, que ce soit en architecture, que ce soit en urbanisation, que ce soit pour les promoteurs immobiliers, même un architecte, même qui fait, je sais pas, 2 chambres au lieu d'une sur une surface, il pourra en faire une. Pourquoi est-ce que tu fais 2 chambres? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est très important pour pouvoir justifier et donner un sens, en fait, à nos actes après. Et que ce soit sur les gestes urbains, que ce soit pour tout, quoi. Donc, voilà. le mot de la fin, c'est un très bon mot de la fin. C'est avec quelle intention allez-vous prendre votre prochaine décision? Exactement. Ok, c'est ça. On reste sur ce mot de la fin. Merci, c'était top. Franchement, j'ai beaucoup appris. Merci et j'espère pour un prochain épisode apprendre encore beaucoup plus. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci. À vous.